Eh putain Sam, qu'est-ce que tu fous à la place d'Eric ? Ah putain, mais s'il te voit, il va te défoncer, non ? Non, t'inquiète, c'est bon. Mais t'as pris son micro en plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Outcast. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelle charte et donc nouveau nom d'émission. Alors bienvenue sur All New Mignola Outcast. Durant ces 5 prochaines heures, mes chroniqueurs et moi-même, nous allons vous parler de Mignola, mais également de tout le Hellboyverse. Attends, tu fais quoi Sam là ? Qu'est-ce que tu fais ? Et il est où Eric ? Non mais c'est bon, j'ai eu Eric au téléphone, il m'a dit de présenter l'émission en tant que plus grand fan de Mike Mignola. Ah, ça m'étonnerait parce que le plus grand fan de Mignola c'est moi déjà. Non, Puis en plus, c'est moi. Eric il dit Marc Mignola. Donc. C'est quoi ce bruit ? Bah, et puis, c'est quoi la caisse là ? T'es assis sur quoi là ? Non, c'est rien ça. Bon, on reprend. Dans cette émission consacrée au grand... Non mais attends, il y a quoi là-dedans là ? Bon Sam, tu l'ouvres maintenant ! Mais c'est Eric ! Ah bah tiens Eric. Rends-moi mon micro tout de suite. Le coin que tu vois là-bas, tu y vas. Et plus jamais je veux t'entendre. T'es enfermé dans sa boîte là, j'y crois pas. Ouais, et puis plus grand fan de Mignola en plus. Non mais il m'a enfermé dans la boîte quoi. Franchement, Une c'est boîte. abusé, moi j'aurais Ouais, jamais tellement, fait ça. quoi. Oh bah Adrien, tu prends sa place ce soir. Hein. Ouais, c'est bien mérité. Ah oui. Ouais, tellement. Non, mais franchement, Mignola Outcast, comment ça bute ? Mais putain, mais tellement. Bouilla. Ouais, Satura Bouilla, c'est un bon. Bonjour et soyez le bienvenu, parce que vous êtes plusieurs je crois, dans ce 102e épisode de Comics Outcast, toujours présent pour vous parler comics, dans une ambiance détendue et amicale. Nous, on espère que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous. On espère aussi qu'il se sera bien passé pour nous, car nous enregistrons très tôt dans le mois de septembre, justement pour pouvoir vivre ces nombreux autres jours de septembre qu'on n'a pas encore vécu. Allez. Ah, c'est beau. Adrien à la réalisation et à la technique. Adrien, la roualisation. Oui. Et tu es parmi les autres camarades qui sont autour de la table du studio, Quetrus et Ben. Tout à fait, absolument, oui, c'est ça. Et De la on a- comédie française. Non, pas du tout. c'est On a stylé, Sam bon, aussi, Sam, justement, de la comédie française qui nous a fait ce petit sketch. Excellent. Comment vous allez, les gens ? Eh ben ça va très bien. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Est-ce que t'as enfin, est-ce que depuis la rentrée, t'as découvert des choses ou quoi ? Est-ce que t'es moins con qu'avant les vacances ? Non, bah non. Je suis toujours aussi con. Bonne réponse. Non, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vraiment attaqué de nouveautés. Dans l'été, j'étais un peu sur d'autres choses. Donc effectivement, pas de nouveaux Pas de comics, trucs sur je la crois. dent. C'est Non. pas grave, je pense que t'en auras d'ici là. Les suggestions de tes petits amis après devraient t'éclairer un petit peu pour l'avenir. Possible. Ouais. Tu parles de quoi, toi, cette semaine ? Eh bien, je vais parler de Jenny Finn, ce roman graphique, comics du Mignolaverse, que j'avais un petit peu raté. Enfin, j'en parlerai plus tout à l'heure, mais voilà, c'est ce qui a finalement réveillé tous les fans de Mignola d'entre les morts là, et qui fait qu'ils squattent tous ce soir. C'est vrai. C'est vrai qu'on a une émission, une tablée spéciale. D'ailleurs, Quetrus est avec nous. Oui, c'est vrai. Comment tu vas ? Ça va bien. Tu as est-ce que toi, avec l'été, t'as pu avoir Toi, au le temps de lire des choses ou pas ? Non, j'ai fait une grosse pause en fait. Toi aussi ? Ouais, une grosse pause comics et Donc rien du tout à te mettre beaucoup de sur jeux vidéo. Ah, des jeux. voilà. Ouais. Mais il y a des trucs qui te donnent envie là ? Oui, il faut toujours que je lise Magic Order. Ah oui. Et ce genre de choses. Voilà, putain, j'ai un trou. Et puis, Alors, du coup- si. Et puis il y a le Midnight Hell, la suite qui va sortir. Le dernier Doggy Bag qui est sorti de Asted Asheno, etc. Bah Donc, voilà, on parlera sûrement. t'as une liste de lecture assez chargée. Hallucinante, ouais. Et aujourd'hui, tu as choisi quoi parmi tout ce qui t'a plu ? Alors j'ai choisi Calexit. Calexit. C'est pas un groupe de musique. C'est Ça fait un peu médicament sur, aussi. Une dystopie. 2 comprimés de Calexit avant de vous coucher pendant 2 semaines. Exactement. On est conseillé Matin et votre soir. pharmacien. Tu vas nous en parler juste après. Exactement. Et on a également Ben avec nous. Comment ça va ? Tout à fait, bonjour, ça va bien. Oui, Bonjour. ça va. Bonjour Ben, comment ça va ? Ça va, c'est la rentrée, le travail est revenu. Est-ce que tu le sais dans le pré-futur ou pas ? Ah bah je travaille déjà actuellement là, Ah, d'accord. pendant cette émission je suis en train de travailler. Si tu me demandes ce que je lis ou pas, vas-y demande-moi ce que je lis. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Ah tu me demandes ce que je lis Je moi, te demandais ce que tu lis. contrairement à Qu'est-ce que mes tu lis en deux ce moment ? petits camarades, j'ai vraiment lu beaucoup de choses cet été. Je me suis un peu mis dans des chantiers. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais j'en suis très content, notamment de lire tout ce que je pouvais lire sur Galactus, des origines jusque les lectures conseillées par les gens qui savent mieux que moi. J'ai fait aussi ça avec le Spider-Verse, puisqu'il y
a le film d'animation qui sort bientôt, donc j'ai envie, genre Gwenpool et tout ça, je connais quasiment pas, donc je suis passé là-dedans. Et en parallèle à ça, je me suis aussi lancé dans des espèces de petites, tu sais, comme tu ferais une rétrospective avec un réalisateur en te mettant tous les films que tu peux du réal, et ben je me choisis un artiste ou un auteur que j'aime bien et je le fais. Donc j'ai fait avec Tyler Crook, le gars qui a fait Our County, etc. Et là je lance aussi avec Paul Pope et je suis sur Batman Year 100. Paul Pop. Ok. Je ne peux rien dire d'autre après ça. C'est vrai que c'est difficile d'enchaîner. Et j'avais oublié, en fait, j'ai lu Gideon Falls cet été. Ah voilà. Bah voilà, il a retrouvé. Et du coup, Et oui, et tu nous parles de quoi toi aujourd'hui? d'une de mes lectures de l'été aussi, qui est le Cosmic Ghost Rider, qui est probablement le personnage inventé récemment le meilleur. Cette phrase n'est pas française, mais vous l'avez. On va le découvrir juste après. En plus de toutes ces revues, on a également un dossier sur Royal City. C'est Adrien qui nous présentera ce comics psychologique. C'est un roman graphique de Jeff Lemire, donc aucune surprise là-dedans. Et en fin d'émission, on parlera du film Blade de 98, celui avec Wesley Snipes. En fait, je suis en train de me demander avec Il n'y en a pas d'autre. Voilà, hein. je sais pas pourquoi j'ai rajouté. Et Si, c'est il y a Ben le sosie de Jeff Bridges. qui Chris Christopherson, c'est qui tranquille. présentera le HLB. Toi, Cutrus, tu resteras là, c'est déjà pas mal. Qu'ont en commun. Gratos. Non mais c'est bien, sa présence nous gratifie tous. Gratuitement. Je suis un peu là, je surveille quoi. C'est ça. Qu'ont en commun Nadine de Rothschild, Philippe Etchebest et Jean de La Fontaine? Ils sont chauves. Non, mais pas loin. Jean de La Fontaine, à mon avis, il devait avoir une bonne wig là. Bon, pas d'idée. Eh bien, je vais le dire. Ils partagent le fait. Ils partagent tous le fait d'être axonnais. Les habitants de l'Aisne. Oh, j'en connais un qui a vu une tendance. Non, ce n'est pas une maladie. Enfin, peut-être on pourrait, si on voit ce qu'ils ont fait, toutes ces personnes, on pourrait se le demander. Mais ils viennent tous du département de l'Aisne. Bravo. Du coup, ils ont jamais froid l'hiver. Exactement. Et ils n'ont jamais mal au bassin non plus. Ils connaissent tous sur. Et ils ont toujours Bonna. Bonne haleine. Ouais. Et ils écoutent Vanna. Stop, je finis mon édito, ok, merci. Je vous donne de quoi briller en société avec des crucifixes dont vous n'avez jamais besoin. Et il me semble que, Adrien, tu serais pas originaire de là-bas? Pas du tout. Ah merde! Oh, non, mais Là, pas loin. c'est une belle insulte. Hein. De ce que je Moi, c'est vraiment une bonne insulte. Moi, ma famille maternelle vient de là-bas, donc super. Il y a une guerre entre les Rémois et les. Et comment t'as dit, les Énains? Non. Les Axonnais. Les Axonnais. C'est stylé, les Axonnais. Bah, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Bref, pourquoi je vous parle de ça? On s'en fout des villes. Non, en fait, c'est très important. Nos villes, il y en a 36 000 et je fais toutes les résumés ici. Parce qu'en fait, on a des auditeurs à Bazoches-sur-Velle, à Pancy-Courtecon, à Rosières-sur-Crise, à Uny-le-Guet. Et je sais que là-bas, les actionnaires sont abonnés au flux du Comics Podcast pour ne rater aucun épisode, soit en passant par iTunes ou depuis votre application de podcast habituelle. Vous pouvez aussi passer la bonne parole sur les réseaux sociaux, comme par exemple @ComicsPodcast pour Twitter, ou vous joindre à nous dans le Bouya Comics Club pour parler comics sur Facebook. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. T'as vu comment il a. C'est magnifique. J'ai EP le jeu. Comment il a glissé sur la promo là. Au bout de 102 épisodes, c'est une broutille. Oui, puis au bout de 8 minutes, on va peut-être commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Aussi. Allez. Ah ben si. Si, tout toujours. Comme c'est le cas numéro 102, c'est parti. Attends, j'en profite pour aller chercher un stylo. Ouais, reviens pas tout de suite. Cet homme. Non mais désolé. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas le couper. Bah, pendant qu'Eric cherche un stylo, on peut meubler. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Ketrus? Alors moi, je lis Calexit en ce moment et toi? Moi, j'ai lis Comic Ghost Rider. Putain, ça a l'air vachement bien. Adrien, Jenny Finn, non, c'est ça? Jenny Finn, ouais. Excellent. Effectivement. Mais du coup, elle était grosse avant? Durer l'émission plus longtemps que ce que j'avais prévu. Bonjour et bienvenue dans ce. Donc les revues, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est volontaire. Deuxième chose, là on va passer à la première rubrique de l'émission, ce sont les revues. On choisit des comics, nous lisons les 3 premiers chapitres de notre côté et on en parle ensemble devant le micro pour la première fois. Là il s'agit du Cosmic Ghost Rider, une mini-série en 5 numéros. On va parler des 3 premiers, enfin peut-être oui, parce qu'il y a que le 3 est sorti hier, ouais. Marvel Comics, bien sûr. Et à l'écriture, on a qui, Ben? On a la rockstar de chez Marvel. Je dis ça en toute objectivité, c'est juste qu'en fait, on le voit partout. Non, je dis ça vraiment. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, mais on le voit partout. Il est sur toutes les grosses séries. Là, je vais parler de Cosmic Ghost Rider, qui vient de Thanos. Il est aussi sur Venom. Il va être sur les prochains Guardians of the Galaxy. Donc, tout le côté cosmique et spatial de Marvel, en ce moment, c'est lui. Donc, c'est pour ça que je dis figure montante, déjà bien montée. On le connaissait déjà pour God Country, dont on a parlé dans l'émission. Redneck aussi, dont on a parlé. Baby Teeth, dont on a parlé, qui sort en français, merci pour l'info. Bébé dents. Donc c'est vraiment
un des gars qui est une star actuelle du comics en ce moment et là beaucoup chez Marvel. Au dessin on a Dylan Burnett que je connaissais pas, qui a bossé sur Interceptor, que j'ai bien envie de lire parce que c'est aussi du Donny Cates, Magnus de chez nos amis de Paperback ou Power Ranger qu'on aime toujours bien lire même si c'est nul, et je note puisque on le fait jamais assez à mon goût, Antonio Fabela à la couleur, qui a bossé beaucoup sur Spider-Man. Donc tu l'as dit, c'est en 5, le premier il est sorti en juillet de cette année, et il y a un TPB en VO en tout cas qui est prévu pour février de l'année prochaine. J'ai pas encore la date pour la France, mais ça devrait suivre peu de temps après. Alors je vous fais un mini récap du personnage puisqu'en fait là c'est sa série régulière, mais il est apparu dans un run de Thanos écrit par Donny Cates. En gros la série Thanos, on en avait parlé ici dans l'émission, c'était en deux arcs. Il y avait un premier arc par Jeff Lemire dont on avait parlé ici et un arc suivant qui s'appelait Thanos Wins qui est écrit par Donny Cates, et c'est dans cet arc là qu'on voit débarquer le Cosmic Ghost Rider. En gros alors je vais tout de suite dire qui c'est, puisque à la fin de cet arc sur Thanos, on nous met un petit mystère en disant mais qui est ce Rider. Même sur Twitter il y avait With the Rider, dièse With the Rider, etc. Et en fait on apprend que c'est Frank Castle, qui, donc le Punisher, qui à la suite d'une énorme bataille, genre peut-être la plus grosse bataille sur la Terre où Thanos défonce complètement tout le monde, c'est le seul survivant. Et au bord de la mort, puisque lui aussi s'est fait défoncer, il décide de faire un pacte avec le diable puisqu'il n'a pas fini sa vengeance. Mephisto donc lui signe un pacte, il devient Ghost Rider, normal, parce qu'on peut. Pourquoi le faire ? On peut le faire. Il va donc devenir le nouveau Rider et venger tout le monde avec son regard et sa chaîne et sa moto. Et un jour, il rencontre Galactus, oui, parce que c'est des centaines d'années après, il rencontre Galactus qui est en galère, qui s'est fait lui aussi défoncer par Thanos. Et Galactus lui dit ok, je veux bien t'aider à buter Thanos. Et petit jeu de mots, Thanos. Et Frank Castle à ce moment-là lui dit bah vas-y, file-moi les pouvoirs, et donc il devient le héros de Galactus à la place du Silver Surfer, et donc le gars a les pouvoirs du Ghost Rider et le pouvoir du Silver Surfer, donc ça fait le Cosmic Ghost Rider. Donc voilà, on apprend tout ça donc à la fin du run sur Thanos, et le personnage est tellement génial et a tellement plu au public et ça allait faire tellement d'argent qu'ils ont décidé de faire une série régulière avec le casting que je vous ai annoncé. Et donc qu'est-ce que ça raconte en fait ce Cosmic Ghost Rider? C'est Frank Castle qui à la suite, je ne spoil pas la fin de Thanos mais je vous conseille de le lire, se retrouve au Valhalla, donc le paradis de chez Odin, et justement Odin lui dit mec, t'as rien à faire là, si t'as pas fini ta quête de vengeance, parce que c'est éternel un peu, tu vois, il sera jamais au repos, vas-y, casse-toi de mon Valhalla, tu vas où tu veux, à n'importe quelle époque, je t'envoie, il y a ton matos, ta moto, pas de souci. Il dit ok, je suis chaud pour aller quand Thanos était bébé. Je vais me le faire. Voilà, ça c'est le pitch. C'est le pitch de base. Sam. Est-ce qu'il lui dit va là? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, on mettra des bruits d'oiseaux, un chien qui aboie, une boule de foin, ça. Quoi que ça y est. On mettra des rires. On mettra des rires étouffés. La Sam, il va chercher un comics pour se cacher dedans. Allez, je fais semblant de lire. C'est le pitch. Le pitch de départ, c'est le Cosmic Ghost Rider qui va tuer bébé Thanos. Je ne vous raconte pas la suite, car au bout de ce 3e issue, il s'est passé énormément de choses. C'est clair. Et quel est le gros avantage de ce comics? C'est, je l'ai dit un peu dans mon intro, c'est venez, on fait ça, ok, on le fait. En gros, j'imagine vraiment Donny Cates, je sais pas du tout si ça s'est passé comme ça, mais j'imagine Donny Cates taper à la porte de l'éditeur en chef, dire ça te dit on met ce personnage là et ce personnage là, puis on les fusionne, et puis en fait il meurt au bout de 2 cases, ok, vas-y. Et voilà, et en gros Donny Cates c'est que ça, c'est-à-dire que c'est du rire, c'est du n'importe quoi, des bastons titanesques avec des persos, on a l'impression qu'il peut piocher dans n'importe quel personnage dans le vivier de chez Marvel, mais vraiment toutes les autorisations, quoi. Exactement, donc c'est vraiment n'importe quoi, c'est surprenant, mais ça veut pas dire que ça va pas quelque part. C'est-à-dire qu'on a en parallèle à tout ce n'importe quoi, ces trucs complètement rocambolesques et drôles, on a quand même toujours ce Frank Castle qui, on le rappelle, à la base s'est fait tuer sa famille, c'est pour ça qu'il est énervé, et meurtri et qui veut venger tout le monde. Mais là, en étant le Ghost Rider et le héros de Galactus, il a vécu des milliers, voire des centaines, voire des millions d'années peut-être, donc il a vécu énormément de choses, il a tué énormément de gens, donc on peut se dire qu'il est encore plus pété du casque qu'avant. Donc on s'attache quand même vachement à lui parce que il a tellement pété un câble qu'il fait des blagues à la Deadpool, à la Spider-Man, il est complètement détendu, mais il est complètement morbide et cynique aussi. Il y a moins de fatalité en fait. Voilà, exactement. Mais ça l'empêche pas des fois tu sens qu'il a pas de remords, mais en même temps il protège bébé Thanos qu'il a enchaîné sur son torse avec sa chaîne de l'enfer. Donc voilà, je trouve que c'est hyper rafraîchissant parce que, comme je l'ai dit, Donny Cates, on a l'impression qu'il peut faire un peu ce qu'il veut là chez Marvel. Il a tous les feux au vert, et il prend des personnages qui sont pas forcément tombés en désuétude. Tu vois, le Ghost Rider, il
il était revenu en voiture il y a pas si longtemps que ça, mais il va prendre des persos qu'on n'a pas vu depuis longtemps, juste les mettre dans un fond, dans une baston. J'essaye de pas spoiler parce qu'il y a vraiment des belles surprises, mais il y a énormément de personnages, il se passe énormément de choses, c'est drôle, c'est touchant, et moi je me suis tapé des fous rires juste sur des phrases. J'en ai noté une ou deux. À un moment il dit mais mec, j'aimerais bien t'aider, mais en fait j'ai pas envie, tu vois, c'est ce genre de truc débile, où il dit aussi ah merci d'avoir tué ces gars-là devant Thanos bébé, parce que j'essaye de le préserver, alors que le mec il vient de voir les gens se faire buter. Que des, voilà, les dialogues sont hyper drôles et tout, c'est très très bien écrit. Et pour finir, je parle des dessins, donc j'ai dit que je connaissais pas Dylan Burnett. Son dessin il est un petit peu cartoonesque, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec ce ton un petit peu rigolo, quoi. Il m'a un peu rappelé David Rubin. Ah ouais, en un petit peu moins foufou, mais oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais, exactement. Et très coloré aussi, même si c'est pas lui qui est aux couleurs, c'est Fabella, mais voilà, un peu sur l'idée de David Rubin et de Ether ou des trucs comme ça, c'est très coloré. Mais ce côté un peu sympa et cartoon, ça lui empêche pas de faire des super double pages de baston hyper boucherie, hyper gore, qu'on prend vachement au sérieux, tu vois. On vient de rire à une blague, et juste après, il y a un perso qu'on venait juste de voir apparaître qui se fait défoncer, tu dis ok, c'est un peu Game of Thrones en mode rigolo, genre n'importe qui peut mourir en accéléré, exactement. Donc voilà, et donc petit big up, je disais, à Antonio Fabella qui fait les couleurs, qui a fait un super taf. Donc voilà, c'est drôle, c'est des situations, c'est drôle dans les situations, drôle dans le traitement des personnages, dans les personnages dont on s'attend pas à les voir. Il a créé un perso attachant et intéressant, et voilà, et c'est débile et c'est drôle, et allez-y, ça défonce. Odin est un gros bâtard, il est mal poli. Quetrus, toi, ton avis, tu connaissais un peu, j'imagine, oui, Frank Castle, tout ça, Punisher, mais est-ce que tu l'imaginais en Cosmic Ghost Rider ? Non, pas du tout. Et je t'avoue que j'ai été très surpris par les premières pages, en fait, parce que quand même la couverture, elle est assez iconique, elle est assez sérieuse. Donc tu t'attends à quelque chose d'un peu, tu vois, Galactus, donc cosmique. Et la première page avec des couleurs qui des dessins hyper cartoon, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'ils font, quoi, tu vois, et au début tu comprends pas qu'en fait c'est sur un ton humoristique, donc t'es un peu surpris, et au début je fais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de ridiculiser Frank Castle, ridiculiser Odin, et en fait pas du tout, c'est le ton, une fois le ton donné, une fois que tu l'as compris, les dessins, la couleur sont parfaits, et s'accordent bien du coup à ce style de récit. Ça l'empêche pas, comme tu dis, de faire des bastons quand même assez épiques, et avoir un Odin. Mais franchement, c'est une des meilleures représentations d'Odin que j'ai vu, tellement il est stylé. Alors finalement, c'est quasiment un caméo, hein, tu vois. C'est quasiment un caméo, mais en fait, sa façon de le dessiner, sa façon de le mettre en page, il est tout le temps majestueux, et c'est tout le temps un dieu. Et ça, voilà, moi je connaissais pas non plus ce dessinateur-là, et voilà, il est super bon, pour ce style-là en tout cas. Je sais pas s'il est capable de faire des choses un peu plus sérieuses et plus profondes. Et au niveau du ton, faut l'accepter au début, parce que tu te dis merde, je me suis même demandé si c'était canon en fait, ou si c'était juste, tu vois, une expérience en se disant tiens, on va faire un truc un peu what the fuck. Le truc, c'est que je pense que, tu sais, je disais j'ai l'impression qu'il peut tout faire, et c'est quand même à mon avis bien cadré, parce qu'effectivement il faut que ça soit canon, que ça déconne pas avec le reste des séries. Mais le truc, c'est qu'il va très très loin dans le futur, ou il va dans le passé. Enfin, à mon avis, ce coup de voyage dans le temps, ça te permet de faire des trucs qui de toute façon seront plus ou moins effacés ou ne compteront pas, sans incidence. C'est pas, voilà, il y a pas trop d'incidence. Mais c'est quand même un peu pas blasphématoire, faut pas déconner. Mais si le comic c'était une religion, oui, c'est vrai que je me signe, tu vois. Mais la façon dont il traite Galactus et Uatu aussi, putain, tu te dis mais waouh, il est couillu, quoi. Et comme tu dis, à mon avis, il a toutes les clés là. Marvel lui a filé les clés de la maison, vas-y, éclate-toi, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Galactus, mais ce que je disais tout à l'heure, faut aussi prendre en compte que il a été le héros de Galactus pendant, je sais pas, on peut même pas compter le nombre d'années, donc il y a une relation qui s'est un peu créée entre eux. Il l'appelle par son prénom, tu vois. C'est pas ça que je disais, mais t'as vu les bouilles de Galactus? Graphiquement, tu veux dire, d'accord. Ouais, même de Uatu, c'est trop bizarre, quoi. Pareil, du Teen Titan, des fois, tu vois, c'est un peu 2 points barre oblique là. Ouais, c'est ça, quoi. Mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Mais bon, au final, c'est comme tu dis, c'est hyper rafraîchissant, ça fait du bien, surtout chez Marvel, quoi. Et effectivement, moi ça m'a fait penser à du Deadpool, et surtout les épisodes où Deadpool est dans l'espace. J'espère qu'un jour il va débarquer. Adrien, toi, ton avis, est-ce que toi t'étais familier du personnage sombre de Frank Castle, ou est-ce que tu pouvais l'imaginer? Bah alors, je m'attendais à voir un truc qui était en rapport à Ghost Rider, et finalement je suis plus à un truc qui a rapport à Punisher. Donc d'une certaine façon, je suis un peu déçu, parce que je me disais où est-ce que peut aller le Ghost Rider, et finalement en fait j'ai plutôt eu où est-ce que peut aller le Punisher. Et c'est intéressant, mais du coup j'ai eu comme une petite déception. J'ai été très troublé par cette intro qui, effectivement, genre en 3 pages te pose un concept où je me suis dit attends, mais
genre ça c'est le logo de Punisher. Et tu vois, du coup, moi j'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé. Non, mais c'est marqué dans les petites lignes du début. T'as pas regardé dans la première issue? Ça dit que. Juste au-dessus du titre. Je lis pas ces trucs-là. Ah bah voilà. Il faut. Bah, c'est du texte. Non, mais par contre, toi qui aimes bien, enfin qui était curieux de Ghost Rider, lis justement le run de Thanos dont je parlais, parce qu'il y a un peu plus de Ghost Rider dans ces trucs-là. Ouais. Et du coup, effectivement, je me suis très vite embarqué dans l'histoire parce que c'est quand même très très bien écrit et t'es vite dedans. Mais assez rapidement, je me suis posé la même question que Ketrus, à savoir sur le ton et exactement où est-ce qu'on se plaçait. Et je pense qu'il faut donner le temps au ton. Oui. Et que après, très vite, tu comprends que bon, ben voilà, à la fin de l'issue 1, t'es ok, je vais avoir une mini-série. J'ai un univers auquel il faut pas que je m'attache. On va me raconter une histoire relativement courte dans laquelle l'auteur peut faire tout le délire qu'il veut parce que finalement il est dans un vase clos. Ça a tendance à pas trop prendre sur moi ce genre de truc, même si c'est très drôle et que c'est débilos, c'est que tu vois il y a un côté jouissif de fan à voir tout un tas de personnages ou alors justement des versions de personnages que t'as jamais vues et tout. Donc c'est marrant, hein, on s'amuse, mais bah ça reste un peu du comics, c'est bien sur la plage quoi, parce que je suis pas sûr que ça veuille aller plus loin que ça, hein. Non, mais du coup bon toi, voilà, t'étais déçu par rapport à ça? Bah je suis déçu parce que les comics un peu sans ambition entre guillemets, ça me frustre. Mais l'ambition d'amuser, c'est déjà pas mal comme ambition, je trouve. Enfin, tu sais, de juste purement divertir, ça peut être aussi ça. C'est un mais peu alors justement, qui est-ce que ça divertit? En fait, je pense que c'est quand même un truc de fan hardcore parce que il y a la blinde de références et là on prend du plaisir parce qu'on reconnaît des petits trucs à droite à gauche. Sinon, genre faut pas commencer par ça. Non. Voilà. Je suis d'accord. Du coup, ça c'est un comics Marvel. On s'en doute un petit peu parce que tous les personnages qu'on vient de nommer sont de cette maison-là. Vous retrouvez les informations comme d'habitude sur la page de l'émission de l'application. Voilà. Deuxième comics, tu gardes la parole, Adrien, et tu vas nous parler de Jenny Finn. Jenny Finn avec son nom un peu d'une nana sympa qu'on croiserait et avec qui on discuterait de tout et de rien. Dans le quartier, Jenny Finn the Block. Exactement. Et là aussi, on va parler de ton. Ok, pas mal. Vous l'avez? Non, je l'ai. Okay. Les gens ne l'ont pas, les gens ne savent pas de l'ont pas. Mini-série en 4 qui est... En 4 qui était paru chez Dark Horse en 99 pour la première fois et ressorti en version remasterisée noir et blanche en 2017, écrit naturellement par Mike Mignola et Troy Nixie, illustré par Troy Nixie et illustré par un certain Dave Stewart dont on n'a jamais entendu parler ici. Et c'est toi, Adrien, qui nous le présente. Oui. Alors, je me suis lancé un petit défi de type tabou, tu vois. Donc, je vais essayer de faire cette chronique sans dire ni Lovecraft, ni moche. Trop tard. Alors... Tu l'as dit. Ça y est, j'ai tout dit. Donc, en fait, j'avais mis ce comics dans ma wishlist Comics Outcast il y a un petit moment. J'en avais entendu parler à droite à gauche. Et puis, quand j'ai vu en juin qu'il y avait une nouvelle version qui sortait, un nouveau TPB qui sortait, je me suis dit, bon, voilà, c'est un candidat idéal, seulement avec l'été et les émissions spéciales qui se sont enchaînées pour Comics Outcast. Ça a traîné jusqu'à aujourd'hui, mois de septembre, et j'avais pas compris que c'était une mini-série et qui en fait avait commencé en 2005. Ouais. Donc on n'est pas vraiment dans la revue de nouveautés, mais finalement, je veux dire, ça vient de sortir en TPB et c'est assez intéressant. C'est une nouveauté dans le sens où c'est la première fois que c'est en couleur, par contre. Voilà. C'est ça. Et donc à l'inverse de ce qu'a dit Eric. Ah oui, d'accord. D'abord sorti en couleur, en noir et blanc. Déjà sorti en noir et blanc. Il y a eu 2 issues en 2005. Ça a été annulé. Puis ça a repris en 2008. Il y a eu une première édition qui regroupait les 4 issues qui s'appelait Jenny Finn Doom Messiah en VO chez Boom. Puis en 2009 une version VF. Et en 2007, effectivement, en 2017, on a eu le retour de la version couleur. Et en juin dernier, chez Dark Horse, le TPB qui donc compile toute cette œuvre de Mignola et au dessin, on retrouve également Troy Nixie. Le duo, je crois qu'on l'a déjà vu sur Gotham, The Doom. Tu sais, le Mignola Gotham là. La malédiction qui s'abattait sur Gotham. C'est ça, en français, tout à fait. Que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai un peu moins aimé Jenny Finn. Alors, comment vous introduire rapidement à Jenny Finn ? Donc, je vous permets pas. On commence l'aventure dans un Londres du siècle
dernier, enfin d'avant. Devant. Plus On dit, ça y est, faut que je m'y mette. Il serait temps. Et on est dans les rues voilà, d'un Londres poisse victorien, un petit peu ambiance Jack l'Éventreur. D'autant plus qu'on côtoie beaucoup d'ouvriers, de prostituées, et que visiblement un serial killer court. Alors on voit des pêcheurs, on attaque par ça, hein, on apprend un petit peu plus sur leurs conditions de vie. Il y a un petit côté vie ouvrière du prolétariat. Ouais. Enfin bon, c'est voilà. Et puis on rencontre notre héros qui n'est pas Jenny Finn, mais qui est Joseph. Un mec dont on ne saura pas grand chose, si ce n'est qu'il traînait dans le coin. Il est de la campagne. Et de la campagne. C'est un Et gars, il a croisé le chemin de Jenny Finn. Jenny Finn est une jeune fille qui se balade dans Londres et qui semble visiblement soit porteuse d'une malédiction, soit peut-être la cible de gens qui voudraient la tuer, tu vois. Et Joe va s'interposer en pensant tomber sur un serial killer. Ouais. Mais en réalité, il va faire fausse route et s'enclenche une aventure où il va décider de protéger Jenny Finn. Et je peux difficilement en dire plus, je pense. On peut dire qu'il y a quand même des poissonnades qui sortent des gens. Ce qu'on peut dire, c'est que là où Jenny Finn pose le regard, très vite, il y a des poissons qui poussent. C'est-à-dire que ça part en salade de poulpe assez rapide. c'est vrai. Il y en a un peu plus, je vous mets quand même. Voilà. Oh, mon Dieu. Il y a un petit côté, tu sais, les gens commencent à avoir des bigorneaux au coin des joues, façon Pirates of the Caribbean, tu vois. Oui, c'est ça qui est dégueulasse, c'est que c'est pas les gens se David transforment pas Jones. en poissons géants, c'est ils ont des morceaux de poissons et de crustacés à n'importe quel endroit Non, mais du corps. à la rigueur- C'est des profonds, quoi. À la rigueur, Ouais, David Jones, exactement. c'est regardable. En plus, c'est un film à la base pour enfants, donc ça va. Mais et artistiquement, on comprend l'idée de venu de la mer, machin. Non, mais ce que disait là, Adrien, dans ce c'est ça, comics-là, mon Dieu. Dans l'équipage de David Jones dans les films, il y a des mecs comme ça avec des morceaux de Ouais, poissons. c'est ça, ils sont moins dégueux. Ils sont un peu hybrides, quoi. c'est Ouais. ça. Et bon, bien sûr, tout fan de cet auteur qui écrit des choses avec Avec des Love mythes Amour, Love venus Amour. de la mer savent Comme Aiglo. que on baigne un petit peu dans cette ambiance-là. On sera entre complot d'État, contagion qui s'abat sur la ville, série meurtrière, voilà. Mais il va être difficile pour le lecteur de s'attacher aux personnages, des personnages qui ont parfois des physiques pas simples. Non. C'est-à-dire que le dessin, il est vibrant, quoi, on va dire. Il est changeant, C'est il tellement est rien émotif. Non, mais c'est assez difficile Ouais, non, ouais. pour mon œil de suivre le dessin Il est mouvant. de Nixie. Les visages, c'est pas très gracieux, quoi, hein, tout ça. Il y a je pense qu'il a décidé de ne pas faire d'efforts sur les femmes et les enfants. Oh là là, non. Les enfants, on dirait des adultes. Je peux pas Les te dire femmes, ça. on dirait des bouchers. C'est assez agressif, quoi. En fait, il y a une. Après, C'est faut dire que ça contribue à l'ambiance un peu poisse de cette ville et de ce conte, parce que on est face à un conte. Clairement, c'est quelque chose de très court. Ça se finit en 4 issues et on reste un petit peu sur notre fin, d'ailleurs. Et il y a quelque chose un petit peu de la légende marine. D'ailleurs, beaucoup de marins et de gens qu'on rencontre dans le comics chantent une chanson sur Jenny Finn. Elle est devenue elle-même une légende de marin. Elle est quelque chose. Voilà. On fait partie du lore aquatique. Exactement. Et elle vient plus ou moins de la mer. Et voilà. Et de quoi elle est porteuse? Est-ce qu'elle est bienfaitrice ou au contraire, est-ce qu'elle sera la perte des hommes? C'est ce que le comics essaye de raconter. Au final, il raconte pas grand-chose parce que les personnages sont pas très creusés, aucun n'a de background, on sait pas d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dans la vie. Il y a des trucs qui sont parfois un peu durs à interpréter.
Et moi j'ai vraiment eu du mal avec l'inconsistance à la fois du rythme et des artworks. On dirait pas du Mignola. On dirait pas du Mignola. J'ai eu l'impression d'une sorte de fan art inspiré, des mêmes choses qui animent Mignola. Mais comme c'était pas Mignola, quoi. Je vois dans le fond la poésie qui est à l'origine, je vois les fascinations. Mais en fait tout ça au final est assez malhabile et mal servi selon moi, et je reste sur une énorme frustration sur il y avait un truc de ouf et en fait ça m'a pas du tout rencontré, quoi. Il n'y a pas eu la connexion qu'il fallait. Ben, rapidement. La pression. En fait, moi j'ai trouvé que c'était une histoire courte assez. C'est une bonne idée de l'avoir fait comme ça, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait un début, une fin, même si la fin, sans la spoiler, moi, elle m'a un peu déçu parce que ça se finit un peu brutalement par rapport à mes attentes. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec Adrien sur le scénar, c'est que ça me dérange pas qu'il n'y ait pas le background des persos, c'est assez selon moi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la relation entre les persos. C'est-à-dire qu'entre ce gars, ce Joe, donc effectivement, donc, on connaît rien, mais moi je me suis vite attaché à lui parce qu'il est un peu bébête, c'est un peu le mec balèze qui... Enfin, sans vraiment sans condescendance, c'est le gars de la campagne comme on les voit dans les romans et tout, c'est genre il sait juste faire la terre et c'est tout ce qu'il sait, il est venu à la ville pour trouver du taf, etc. Et t'as cette gamine, parce que moi je la vois plutôt comme une petite fille, c'est vrai que c'est une jeune femme mais on sait jamais vraiment, c'est ça aussi qui est un peu dérangeant, c'est qu'on sait pas trop son âge, qui est considérée par tout le monde comme un monstre, en même temps on sait qu'elle cache des choses, elle est considérée comme une pestiférée, et il y a une personne qui va pas la considérer comme un monstre, c'est ce gars là parce qu'il sait pas qui elle est, et donc il va se créer cette relation entre les deux, et au final où tu vois que sans même parler du tueur, parce que le tueur on s'en fiche. Vous l'avez ? Le tueur, en fait, au bout d'un moment, le Jack l'Éventreur, on s'en fout un peu. C'est un peu une quête parallèle, si tu veux. C'est une excuse pour inquiéter la vie. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire où va aller cette relation, parce que même si elle, c'est un peu la méchante de l'histoire, elle est pas méchante avec Joe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le long de l'histoire, elle lui dit sauve-moi, alors que tout le monde est contre elle, mais on sait pas vraiment de quoi, etc. Donc je trouve que cette relation elle est très intéressante. Après, évidemment, toutes les références à Lovecraft, à tout l'univers Lovecraftien, etc. Moi, j'accroche. Pour moi, c'est pas de l'excellent Mignola. C'est peut-être un des trucs que j'aime le moins de lui, mais je dirais pas pour autant que c'est mauvais ou que c'est mal écrit. Donc ça m'a plu sur l'histoire. Je dis juste la fin, je me suis dit ok. De façon générale, l'issue 4 m'a déçu, en grande partie à cause des dessins. Je parlerai pas trop de cette issue parce que j'ai trouvé que c'était... Déjà, je comprends pas le changement de dessinateur. À la fin des issues, Nixie, il l'explique pas. Il dit ouais, on a changé de dessinateur, je vous dirai ça un autre jour. J'aurais bien aimé savoir. Mais en ce qui concerne son travail à lui, à travers Nixie, moi, je trouve ça super. Alors, je comprends qu'on n'aime pas. Pas de problème parce que c'est un style vraiment très particulier, je trouve qu'il est très adapté à tout ce côté tordu, malsain, mais dire, tu vois, qu'Adrien dise que c'est feignant ou que c'est bâclé ou j'en sais rien, je suis vraiment pas d'accord parce que c'est je dis pas que c'est feignant parce qu'à mon avis il y a mis du cœur, c'est pour ça que j'ai dit que on dirait un fan art. Oui, mais à un moment tu dis que t'as l'impression il s'en fout un petit peu, quoi. Et je trouve que, je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a vraiment un super taf. Là où je trouve qu'il y a un truc vraiment super, c'est que Adrien l'a dit, c'est tout dans le thème maritime parce que ça se passe dans un port, etc. Je crois que dans quasiment chaque page il y a au moins un poisson ou un truc. Non mais super, ça c'est vraiment un gros avantage. Très peu de comics avec un poisson très à chaque bien. case. Donc ça va, vous entendez, c'est le sel d'une personne, parce que la mer, tout ça. Non, c'est là où c'est cool, c'est que le gars t'emmène un peu dans son univers et que tu es tout le temps dedans, même dans les pages où il se passe pas un truc qui est en rapport avec la mer. Il y a des éléments, ça peut être l'oreille de quelqu'un qui ressemble à un poulpe, etc. C'est hyper immersif. Et juste un dernier truc, pardon, excuse-moi Eric. Très vite. La couleur, d'habitude, je dis que Dave Stewart c'est le dieu et je le considère toujours comme un dieu, mais là il m'a déçu. Déjà parce qu'en voyant la version noir et blanc, je trouve que c'est magnifique et que ça aurait dû rester en noir et blanc, même si Nixie dit que ça a toujours été prévu en couleur. Ok. J'ai pas. La palette de couleurs est superbe, mais l'application, alors je sais pas si c'est parce que c'est Photoshop ou quoi, ou j'en sais rien, mais j'étais un peu déçu et je préfère en noir et blanc, donc voilà, je trouve que ça a plus de gueule. Et toi, Cotrus, ton avis très rapidement aussi? Très rapidement, il y a tous les ingrédients pour que je kiffe et en fait j'avais acheté la version noir et blanc il y a très longtemps, mais voilà, c'est la petite épine dans le pied de ma Mignola addiction. Voilà, c'est de l'époque victorienne, c'est du conte et légende, c'est du Lovecraftien, donc tout ça devrait marcher, et pour moi la mayonnaise ne prend pas. Il n'y a pas la magie dont sait faire preuve Mignola, par exemple dans Hellboy quand il est tout seul avec ses récits dans l'Angleterre fantasmée, ce genre de choses. Je trouve que les dessins ils font beaucoup, c'est-à-dire que la narration est un peu... Je trouve que les dessins gênent la narration. Paradoxalement,
quand tu lis le bouquin, t'es très concentré sur les cases, sur les phylactères, et du coup t'as vraiment les sales gueules des mecs vraiment dans la tronche, et c'est très désagréable. Je pense que c'est fait aussi exprès, et j'ai trouvé ça pas très beau. Par contre, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes les planches, en tout cas en noir et blanc, de loin, c'est assez bien foutu, et je comprends ce qu'il a voulu faire, mais la mayonnaise ne prend pas, et je crois que c'est un des seuls Mignola que j'ai revendu. J'espère que je revends des comics. J'espère que vous écoutez cet épisode, émission un vendredi. 3e comics, tu vas garder. Ah oui, le poisson, tout ça. Ah ouais, c'est l'émission des blagues là. Vendredi. Non, vendredi. 3e comics de cette semaine. C'est toi, Quetrus ? C'est pas moi en fait le comics, mais effectivement c'est moi qui le présente. Ah bah, c'est con, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà écrit un comic sur toi. C'est vrai en plus. Calexit. Je sais pas si c'est une mini-série d'ailleurs ou pas, il me semble que c'est ongoing. 3 numéros, c'est les 3 premiers qu'on a lus. C'est sorti chez Black Mask Comics en 2017, en tout cas ça a commencé. L'artiste c'est Amankei Nahuelpan, l'auteur Matteo Pizzolo, et à la couleur Tyler Boss qui porte son nom comme tout un patronyme qui a parfois du sens. Et c'est toi qui nous en parles, Quetrus. C'est vrai, très belle intro. Effectivement, c'est sorti. La première issue est sortie en juillet 2017, et retenez bien cette date car elle est importante. Il y a eu 3 issues qui se sont arrêtées un peu avant l'été, et ils ont sorti un TPB. Et normalement, là, la suite devrait sortir. Je sais plus si c'est septembre ou en tout cas octobre, mais c'est très bientôt. On est dans un futur proche, une réélection de 2 ou 3 ans après la réélection de Trump. D'ailleurs, la première page commence par un discours de Trump sur un barrage en pleine Californie, et donc le Calexit c'est un peu comme le Brexit ou le Frexit, c'est-à-dire que la Californie fait sécession des États-Unis, qui est devenu donc c'est dystopique, qui est devenu un État facho. Donc sous Trump, donc c'est quand même quelque chose de très proche, et donc ça commence par un discours de Trump qui dit que ils vont rétablir l'ordre dans cette Californie aux mains de rebelles dangereux, etc. Et donc t'as la garde nationale, des milices fascistes, parce que là on est vraiment tombé en fait dans l'Amérique fasciste. C'est plus qui utilise un peu en sous-main des nazis, des néo-nazis pour faire respecter l'ordre et pour chasser ces rebelles. On va aussi découvrir une des leaders de cette rébellion, qui s'appelle Zora. Alors elle est pas rousse, pour ceux qui ont la référence. Moi, je pensais à Zelda, mais ok. Non, Zora la rousse, tu connais pas? Oui, si, okay. Les deux, un peu. Donc cette fameuse Zora qui a une jambe d'ailleurs cybernétique, on va dire, une espèce de prothèse, parce que on est vraiment dans le futur, et la technologie est un peu plus avancée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, un des héros aura un espèce de drone sous forme d'aigle mécanique qui je vois ça comme un vautour, moi. J'ai vu un dragon, moi. Pourquoi? Un vautour ou un petit dragon, un oiseau, un volatile, quelque chose qui vole. De la volaille. Donc on a une technologie un peu avancée, mais c'est dans pas très longtemps. Effectivement, si on se projette, si on essaie de se projeter de ce que nous raconte l'auteur, on devrait être en 2023, 2024, quelque chose comme ça. Donc cette Zora, donc cette leader de la rébellion, essaye d'aller se réfugier chez ses parents adoptifs. Mais elle peut pas rester parce qu'elle les mettrait trop en danger dans une espèce de banlieue un peu huppée de Los Angeles. Et là arrive une des figures emblématiques des Salopios, qui est un personnage qui ressemble de loin à Bill Gates, un mélange entre Bill Gates et leader d'Apple. Steve Jobs plutôt. Steve Jobs, ouais. Carrément Steve Jobs. C'est Steve Jobs en mode méchant et un peu vieilli, donc je pense que c'est clairement fait exprès. Qui va vérifier si donc Zora est cachée chez eux. Il va même vérifier le nombre d'assiettes propres, le nombre d'assiettes sèches ou le nombre d'assiettes dans le lave-vaisselle, etc. Et il se pose directement comme un vrai salaud, vraiment un vrai connard, on peut le dire, parce que pour faire parler la mère, il poignarde le mari en lui disant oh bah mince, oh là c'est quand même, avec un beau sourire, c'est con quand même, ton mari là il a besoin d'aide médicale d'urgence, qu'est-ce qu'on va faire, on pourrait l'emmener mais il nous faut des informations quoi. Donc voilà, ça pose un peu
l'univers un peu glauque qu'il y a en tout cas en Californie. Et juste après on va découvrir un autre personnage qui s'appelle Jamil, qui a effectivement ce petit volatile un peu cybernétique qu'il a trafiqué apparemment, donc qui enregistre tout ce qui se passe et qui est une espèce aussi de OK Google sur pattes. Putain de merde. Quand tu lui demandes quelque chose, en fait il va commencer à tout te raconter, ce qui est pratique parce que c'est comme ça qu'il te raconte en fait pourquoi la Californie a fait sécession avec les États-Unis d'Amérique. Et ce Jamil donc est un espèce de baroudeur Et oui, Jamil. Ah, en même temps, mon gars. Oh là là, Jamil. un espèce de freelancer qui soit tantôt vend de la drogue, tantôt va livrer des choses, faire des Moi, bases c'est le besognes. transporteur. Hein. C'est un peu le Un transporteur. coursier, quoi. Un coursier. Et l'histoire va faire se rencontrer ces deux personnages, donc Zora et Jamil. Et Jamil va devoir emmener Zora en zone franche en fait, Oui, c'est pas sorcier. pour permettre à la rébellion en fait de continuer. Je vais pas en raconter plus. En même temps, s'il y a 3 issues qui sont quand même assez conséquentes et au final l'histoire n'avance pas tant que ça, mais pose en fait des bases solides sur une série qui se veut en tout cas revendicative et revendicative. Et pour la petite histoire en fait, évidemment on se dit ok, ils l'ont écrit après que Trump se soit fait élire et pour pouvoir critiquer en fait sa politique. Alors en fait les auteurs disent que non, pas du tout. Ils ont commencé en fait à imaginer cette histoire quand il y a eu les premières primaires aux États-Unis et que en fait durant ces campagnes de primaires aux États-Unis, il y a eu énormément de violence, les gens s'insultaient beaucoup de tensions effectivement autour de ces élections. Il y a eu par exemple des problèmes à Flint, qui est une des villes les plus dangereuses, enfin les plus dangereuses où il y a le plus d'arrestations, le plus de problèmes aux États-Unis. Il y a eu tout un problème parce qu'ils avaient plus d'eau, parce que le gouvernement les laissait tomber, etc. En fait, il y a eu plein de choses qui sont cristallisées à cette époque. On en a entendu un peu parler, mais c'est vrai que pour nous, c'est un peu loin. Et à ce moment-là, en fait, dans cette période de tension, donc bien avant les élections, ils ont imaginé cette dystopie qui est quelque chose en fait qui existe déjà un peu, c'est pas eux qui l'ont inventé, qui existe déjà un peu aux États-Unis, qui est le fait que la Californie pourrait très bien faire sécession, s'enlever parce qu'ils ont ce côté un peu plus progressiste et un peu différent entre guillemets des autres États fédéraux aux USA. Et mais du coup, pendant qu'ils étaient en train d'écrire cette série, Trump s'est fait élire. Trump, par exemple, l'auteur raconte que quand qu'il a quitté les accords de Paris sur l'écologie, la Californie s'est tout de suite mis partie prenante avec d'autres villes et d'autres États, plus d'autres pays un peu partout, le Canada, etc., pour faire des accords bilatéraux et pour un peu faire sécession avec les États-Unis. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec leur dystopie qui commençait un peu à prendre vie, pas complètement, et ils se sont retrouvés en fait à devoir un peu aussi modifier leur histoire, et forcément ça a un écho beaucoup plus fort maintenant que si c'était juste une dystopie normale dans un état où ce serait Obama qui serait président, voilà quoi. Donc moi j'ai vraiment bien accroché parce que je pense qu'il y a pas assez en fait. Je pense qu'il y a pas assez de contenu pour dire que ça va être une grande histoire, un grand comics quoi. Parce que pour l'instant il y a plein de choses qui sont assez simples. Les méchants sont très méchants, les nazis sont très méchants, les rebelles sont rebelles. Puis cette espèce de Jamil qui se retrouve un peu embrigadé dans de la politique alors que lui il est juste là pour faire un peu faire son bise et comme il le dit sans jamais se faire d'ennemis, donc il livre pas d'armes, il fait pas ce genre de choses. On est sur du classique au niveau des personnages, mais le fait que ce soit écrit pendant l'investiture de Trump, en fait, ça prend tout de suite une autre tournure et une autre importance, quoi. Donc en fait, le fait de lire maintenant, ça n'a pas, on peut plus ressentir ce qu'on savait sur Trump à l'époque en lisant ça maintenant, ça n'a plus du tout la même force. Surtout aujourd'hui, on a de plus en plus de choses qui sont en train de ressortir là en ce moment, surtout là en septembre, quoi. On a entendu parler de choses fin août qui sont quand même un peu flippants. Et voilà, donc je pense que c'est une série à suivre. En tout cas, si tout ce qui est politique et ce genre de choses vous intéresse, moi je sais que ça m'intéresse beaucoup. Ces histoires de liberté, ces histoires de fascisme en fait, et de montée du fascisme, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis.
Voilà, c'est pour ça que ça m'a attiré. Rapidement, au niveau des dessins, c'est assez inégal. Parfois, c'est très, très sympa. Je trouve ça très joli, très bien foutu. Et puis parfois, c'est un peu brouillon. T'as l'impression que c'est fait à la va-vite. Mais ça va. En tout cas, ça sert le propos, ça sert le récit. Et au niveau de la couleur, c'est rien de très extraordinaire, mais voilà, très classique. Adrien, toi qui es assez coquiné plus avec la Californie qu'avec l'Aisne. Je sais pas pourquoi. Qu'as-tu pensé de ce comics ? Eh bien, pour la faire très très court, j'ai trouvé ça relativement affligeant. Mais relativement. Ouais, non, mais en fait, alors je pense qu'effectivement, l'actualité joue complètement contre eux parce que la réalité dépasse la fiction et que ce qu'ils ont voulu écrire se retrouve être. Ouais, un peu à côté de la plaque, quoi. En fait, je trouve ça tout est ultra simpliste. Et alors, en fait, c'est pire que ce que tu dis, parce que tu dis les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Et c'est pire que ça. C'est qu'en fait, ils ont voulu donner de la nuance, mais d'une façon qui est tellement grossière, que c'est gênant, quoi. C'est vraiment gênant parce que ouais, enfin. Ça donne le résultat d'un truc assez mal écrit. Et puis, ils ont voulu poser, justement, ils ont énormément politisé leur contexte. Et du coup, ils ont voulu beaucoup expliquer de choses. Du coup, c'est ultra verbeux. Et en fait, ce que j'aurais aimé, moi, c'est finalement plutôt se baser sur, éventuellement, tu vois, les mêmes personnages. Tu prends exactement le même contexte et tu fais un road trip avec 2 personnages et puis t'apprends sur l'histoire au fur et à mesure, par exemple. Ça fonctionnerait 1000 fois mieux que de passer 3 issues à poser un contexte en essayant de t'appuyer sur des trucs politiques, des faits divers, des extraits de radio, la télé, les gens qui disent « Ah bah oui, mais il faut écouter la radio pour... tu vois, enfin, tu sais, en fait, les dialogues viennent justifier le fait qu'on t'apporte plein d'informations dans la gueule. Et en fait, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, si tu lis ça, c'est que quelque part t'es un petit peu sensible au sujet et enfin, il y a pas 1000 trucs à t'expliquer, quoi. Il y a des trucs, je suis quasiment sûr qu'il y a un des personnages qui est décalqué pour ainsi dire sur Steve Bannon. Enfin, genre vraiment physiquement, il lui ressemble vraiment. Et tout ça. Ouais, il a vraiment la même tronche. Enfin bon, il y a des espèces de petites facilités comme ça, des plot twists qui n'en sont pas vraiment. Et par contre, il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Notamment en fait l'utilisation de personnages Marvel dans le truc, parce que comme on est à Hollywood, il y a des gens qui se déguisent en héros, tu sais, comme ils font. Il y a DC aussi, il y a Wonder Woman. Oui, c'est vrai. Et du coup en fait ils jouent un petit peu avec ça pour donner un peu un contraste au truc, et je trouve ça intéressant, même si c'est un peu avec des grosses bottes. Et puis bon voilà, côté artwork, moi je trouvais effectivement que c'était pas ouf, quoi. J'ai du mal à différencier certains personnages, ne serait-ce que parce qu'ils sont la moitié chauves. Il fait chaud là-bas, il fait chaud aussi. Non mais du coup j'invoque mon ami Grégo. Ça coûte moins cher. Ah non, mais j'ai rien contre les chauves, attention. Ça va, moi je pense que vous êtes des gens très bien. Le problème c'est que vous êtes difficile à différencier. Recevoir des courriers. Juste pour répondre, je dirais pas affligeant quand même, mais c'est vrai, c'est hyper maladroit. En tout cas, je pense que 3 issues pour en arriver là, c'est un peu trop, en fait. Et que là, t'as l'impression d'avoir un début de road trip. Et on pourrait commencer par ça. Le road trip aurait dû commencer. Ouais, c'est vrai que dans la structure narrative, on en parlera avec Jeff Lemire plus tard, ça aurait pu être beaucoup plus malin et beaucoup plus maîtrisé. Et peut-être qu'on aurait pu commencer à avoir le début du road trip à l'issue 2. Et effectivement raconter ce qui se passe, mais c'est pour ça, moi je lui donne un petit peu sa chance, et je pense que ça peut devenir bien après, quoi. Ben, très bien. Ton avis sur Calexit? J'avais un peu peur de ce truc parce que j'ai pas, enfin tu vois, je suis les infos, je m'intéresse au moins à la politique de la France, mais j'ai pas énormément de contexte politique en tête pour essayer d'apprécier autant que mes petits camarades, ce qui est peut-être un défaut, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'avais un peu peur que ce soit hyper verbeux, hyper dense, qui ait beaucoup de références à l'actualité, ou en tout cas des trucs qui me sortent, qui m'obligent à Wikipédia ou des trucs comme ça. Il y en a. Après, je m'en suis pas fait un fardeau. J'ai essayé de suivre l'aventure parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait et ce qui est aller aux 2/3 réussi pour moi, c'est l'impact de tout ça sur les personnages. C'est-à-dire qu'au début je me suis focalisé sur la situation, sur, comme dit Adrien, toutes les infos qu'on te met dans la gueule, un peu à la manière de il y avait This State of Hysteria où tout est mal fait, mais il y avait ce côté j'y ai pensé, vraiment surexposé. Mais après l'idée est bonne parce que dans la vraie vie on est surabondé d'informations, mais c'est bien ou pas bien fait. Bon là c'est maladroit, mais ok. Et j'ai essayé de vite me détacher de ce truc là pour me dire ok, je me concentre sur les personnages parce que moi ce qui m'intéresse du point de vue le plus scénario, souvent
voilà, c'est les personnages, l'impact que ça a sur eux. Tu vois, Ketrus parlait de la scène de départ où t'as Steve Jobs, bon c'est pas vraiment lui, attention, qui poignarde quelqu'un, et c'est hyper choquant, et moi je me suis tout de suite retranché sur les expressions des personnages plus que sur la situation politique du pays, etc. Et en m'attachant aux persos, notamment à Jamil, etc., j'ai trouvé ça plutôt plaisant, en me disant ok, j'ai vraiment envie de le suivre, de voir ce qui va se passer, etc. Pour moi ça sauve pas le truc, mais j'ai un peu vu ce qu'il disait dans les issues à la fin. En fait, il fait même des interviews de gens du monde politique ou du monde des journalistes, des trucs comme ça. Relou, mais relou, oui, surtout pour quelqu'un comme moi, tu vois, où je te dis que je m'intéresse vraiment au minimum, mais ça me conforte dans l'idée que en fait ça c'est la vision d'une personne à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, c'est-à-dire que on dit ok, finalement sa prémonition il s'est planté peut-être, mais c'est comme quelqu'un qui va dire ouais, moi je suis sûr que il va se passer ça, et en fait non, j'ai vraiment vu ça comme un peu voilà mon idée, voilà ma discussion, et en fait il dit lui-même en interrogeant ces gens-là et même en parlant au lecteur à la fin de l'issue, il dit c'est comme, j'ai pris ça comme une scène où tu peux monter au micro et te donner ton avis sur la politique, etc. Donc une invitation au débat avec ses défauts, avec ses qualités. Ça m'a pas transcendé plus que ça, je pense que je lirai pas la suite, mais j'ai trouvé que c'était un bon exercice. Et ce qui m'a plu par contre, au-delà du dessin, effectivement, je rejoins Ketrus, la couleur pas ouf non plus, mais c'est la mise en case et la mise en scène. En fait, le gars là, Pizzolo, c'est un réal de clips et de courts-métrages, et tu sens, alors je sais pas, je m'avance peut-être en disant qu'il a bossé sur le storyboard, mais tu sens qu'il y a ce côté cinématographique. La scène justement du poignardage dont on parlait, c'est hors caméra, mais on sait très bien ce qui se passe. Il y a des, voilà, en fait, il y a du potentiel, c'est ce que dit Ketrus, il y a du potentiel, il y a des trucs plaisants. Je suis vraiment mitigé, mais je vais pas continuer parce qu'il y a 1 million de trucs à lire, mais je dirais pas que c'est raté ou que c'est affligeant comme Adrien, mais de toute façon j'ai l'impression que ça sort quand même assez lentement. Je pense qu'ils essaient de suivre ce qui se passe dans la politique aux États-Unis pour continuer à écrire, parce que du coup c'est vrai qu'ils doivent tomber sur plein de rebondissements bizarres avant de trouver une histoire, mais ça va être compliqué. On se retrouve juste après ça pour parler de Royal City, un comics de Jeff Lemire. Dans 2 secondes. Deuxième partie de cette 102e émission de Comics Outcast, toujours avec Adrien, Ketrus et Ben, et Sam toujours dans le coin là-bas qui m'a rendu mon micro. Non, toujours pas. Et on a pour vous préparé un petit dossier, enfin Adrien surtout, autour d'un comics qui s'appelle Royal City, écrit par Jeff et illustré par Jeff Lemire, qui est un peu notre parrain, mais il le sait toujours pas. C'est ça. Il y avait une histoire, Ben, t'avais pas envoyé un tweet à la con à Jeff Lemire pour voir s'il pouvait pas. Un tweet à la con c'est possible, mais il a pas répondu. Fais-le, ça serait trop bien. Moi je pense que c'est plutôt mignon là, notre parrain, mais bon, après chacun. Les deux coparents. Quand même. Voilà, là on a ri, c'est le maximum de rire que je vous proposais pour cette revue. À toi, Adrien. C'était oui, tu penses que là c'est la fin du rire. Voilà. Fin du rire dans 3, 2. Alors, Royal City qui a commencé cette année. Et dont je voulais parler quand même, parce qu'en fait je me suis retenu pendant très longtemps de parler de Jeff Lemire. J'avais un peu honte en fait, tu vois, au bout d'un moment de ne parler que de ça. Et quand Royal City a commencé, bien sûr j'ai tout de suite lu. Et le premier chapitre m'a mis en PLS immédiatement pour plusieurs raisons. Déjà d'une parce que j'ai une affection particulière pour Jeff Lemire et son dessin, donc je suis plutôt client pour ma part de la façon dont il dessine et de la façon dont il colorise ses planches. Ça, c'est une première chose. Et ce sur quoi c'est plus difficile de débattre, c'est sur la qualité de son écriture. Et je trouve que sur Royal City, il a peut-être mis la barre encore plus haute que ce qu'il avait fait jusque-là. Dans cette première issue que je tiens actuellement dans mes mains, qui est un petit peu plus épaisse qu'un chapitre normal, il arrive à condenser tout Royal City, peut-être même l'essence même de ce que Jeff Lemire aime faire. Je veux dire, c'est quelque part un truc un peu synthèse. Et on pourrait s'arrêter à la fin de la première issue et de se dire ok, j'ai lu Royal City, je peux m'arrêter là. J'ai lu une histoire complète. En fait, je mettrais presque au défi mes auditeurs de lire cette première issue
et de me dire que c'était pas une expérience complète. All inclusive. Ouais, voilà. En fait, bon, bien sûr, on chronique des comics ici qui sont distribués sous forme de chapitres. Et l'enjeu d'un chapitre comme ça, c'est de te faire revenir la fois d'après. Sauf si tu t'appelles Image et où la plupart du temps, tu t'en branles parce que tu poses le concept que les gens viendront à toi. Alors, je trouve ce comics est chez Image. Mais Jeff Lemire réussit le tour de force en une issue d'exposer non seulement un contexte, mais en plus de clore quelque part une sorte de premier arc. D'accord. Exposons-le comme ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir très envie de la suite. Ce qui n'empêche pas d'avoir envie de la suite, mais je trouve qu'il y a un tour de force ici que je n'ai probablement jamais vu ailleurs. Déjà dans Trillium, je trouve que la première issue était assez dingo aussi. Ouais, il y a un peu de pareil, ça. quoi. Mais tu te sens moins contenté, quoi, d'une certaine façon. Ouais. Enfin, là, c'est vraiment moi le sentiment que j'ai eu d'une expérience super forte. La première issue, j'avais déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. Enfin, en gros, j'avais déjà trouvé ça ultra beau, quoi. Alors, je vous raconte un petit peu Royal City et je vais me baser sur cette première issue. Après, je raconterai un tout petit peu la suite, mais je vais vous raconter la première issue. Plus fort que de condenser son histoire en une issue, je trouve qu'il arrive à résumer tout ce que sera Royal City, qui vient de se terminer pour information. Au bout de 14 issues. Au bout de 14 issues, il arrive à résumer sa série en 2 pages. En gros, voilà ce que dit la première page. On a un zoom, on a un cadre sur une maison, une petite maison familiale. Et en fait, une voix off dit souvent, je me demande si grandir à Royal City, c'est plus dur qu'ailleurs, ou est-ce que c'est juste dur de grandir et parce qu'il y a quelque chose qui a l'air différent à Royal City. Et sur la page suivante, on voit un homme dans un lit. Et donc la voix off, en gros, continue de dire j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a quelque chose d'étrange, quelque chose qui vous fait sentir plus seul qu'ailleurs. Wow. En gros. Ouais. Et en fait, Royal City, ça va être une histoire de famille, la famille qui vit dans cette maison. L'élément qui va tout déclencher, c'est cet homme qui est dans ce lit, qui est le père de famille. C'est la famille Pike, et lui, c'est Pete. Et effectivement, ça sera une histoire de solitude, globalement, et de spleen, voire de dépression. Allons jusque-là, et sur ce que c'est que de grandir et de vivre dans une petite ville, de survivre dans une petite ville, et ce que c'est que de vivre aussi en famille. Cet homme parle rapidement avec sa femme, on voit que les choses sont un petit peu tendues. C'est assez rare de commencer un comics avec un couple relativement âgé, il doit avoir une 60aine d'années peut-être. L'homme se reclut dans son Man cave. Dans sa man cave qui est remplie de radios vintage. Et là, il fait une attaque. En fait, il a une crise cardiaque. Et on a une belle double page Welcome to Royal City. Et ensuite, on va découvrir le reste de la famille qui va se précipiter au chevet donc du père du Père de famille. Le patriarche. qui donc est dans le coma à l'hôpital, et les différents membres de la famille vont aller vers l'hôpital. La première personne qu'on rencontre, c'est Pat, qui est un auteur de romans à succès. Enfin, du moins, son premier roman était un succès. Maintenant, il est plutôt dans la galère avec son éditeur qui veut plus lui donner d'avance parce qu'il est beaucoup trop à la bourre et qu'il n'arrive pas à livrer son deuxième roman. 3. Troisième roman, pardon. Le deuxième était un succès, pas un succès critique, mais certaines personnes l'aiment bien. Voilà, c'est ça. Il est au téléphone avec son éditeur. Sur le chemin, il manque de renverser un gamin sur la route. C'est un peu... il est distrait, quoi. Suite à ça, on passe à Tara, sa sœur, qui, elle, est en train de pitcher un projet de démolition d'une usine, une usine symbolique à Royal City. Elle fait plutôt bonne impression. Elle appelle son mari pour s'en féliciter. Son mari, lui, est pas très content puisqu'il travaille dans la dite usine. Donc, il y a une petite tension de couple, et on sent que c'était pas vraiment le moment qu'on lui annonce qu'en plus son père est à l'hôpital. Ensuite, on découvre Richie,
qui lui est complètement dans une sorte d'énorme gueule de bois ou d'énorme bad trip, il se rêve ailleurs. Et là, on le voit avec un pote et il discute de ce qu'il pourrait bien faire le soir. Et clairement, il pense à une seule chose, c'est éventuellement sortir et se mettre une énorme race ou prendre quelques drogues que ce soit. Voilà, Richie est pas trop chaud, mais son pote lui dit que globalement, il n'y a que ça à faire à Royal City. On fait un flashback, ou plutôt un voyage dans le coma du père qui, lui, rencontre un jeune garçon qui s'appelle Tommy. On croit comprendre que c'est son fils, mais on n'est pas bien sûr. On retourne à l'hôpital où la mère de famille est arrivée au chevet de son mari. Et donc c'était un petit peu compliqué puisqu'en plus il venait de s'engueuler juste avant l'attaque, quoi. Et elle discute avec un jeune homme qui lui semble très pieux. Il parle un petit peu de religion, etc. Et ce jeune homme s'en va au moment où Tara, qui donc a fini de pitcher son truc, et rentre dans la chambre d'hôpital. Pat arrive enfin et donc voilà la famille presque au complet, il ne manque que Richie et donc ils sont tous autour du lit du père. Du coup Pat décide d'aller chercher Richie qui est visiblement peut-être défoncé quelque part dans un hôtel. Enfin tout le monde sait que Richie c'est un petit peu l'enfant terrible de la famille et que il n'est pas bienvenu par le reste de la famille. Il n'est pas très par les femmes de la famille. Pas très bien accueilli. Et là sur le pas de porte en fait de là où vit Richie normalement, Pat croise quelqu'un qui semble connaître, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qui est Tommy. Au même moment, Tara, qui rentre chez elle, découvre dans sa chambre un jeune garçon qui est en pyjama et elle lui dit mais Tommy, qu'est-ce que tu fais là ? Vous le sentez venir, tous ces gens en fait sont seuls, mais ils ont tous la vision ou une discussion avec la même personne. Il est toujours habillé plus ou moins dans les mêmes codes couleurs. Et j'ai pas fait gaffe à ça. C'est une version de Tommy. D'accord. Et qui est ce Tommy ? On l'apprend à la toute fin de ce comics. De cette issue 1, oui, mais en fait, du coup, ça semble tellement comme un point d'orgue. Ouais. On retrouve toutes les incarnations de Tommy à leurs différents âges ou leurs différentes projections de chaque personnage, on va dire, autour d'une tombe où il est marqué Thomas Michael Pike, Beloved Son and Brother. Et en fait, on se rend compte que c'est un membre manquant de la famille qui est décédé il y a longtemps. Et le coma du père va provoquer chez tous les membres de la famille une sorte de je sais pas si on pourrait appeler ça un retour de deuil, quoi, tu vois. Il y a un truc qui est pas digéré dans cette famille, c'est la mort de ce petit frère. Dans la suite du comics, on reviendra un petit peu personnage par personnage sur leur relation à ce petit frère et les conditions de la disparition de ce petit frère. C'est pas la joie, on va dire, mais c'est ultra touchant parce que Jeff Lemire sait écrire ça, parce qu'il sait écrire les relations humaines, parce qu'on est là face à une famille brisée qui a tout un tas de trucs à régler. Il y a des liaisons extra-conjugales, il y a des couples qui sont sur le point de se briser, des gens qui ont besoin d'aller de l'avant d'une façon ou d'une autre, professionnellement, ou de s'enfoncer, des gens qui ont envie de s'échapper ou qui au contraire ont abandonné. Quelque part, ils ont tous un blocage dans leur vie, en plus de celui-là, on va dire, ou du moins jumelé à un deuil qui n'est pas terminé du petit frère. Le fantôme, si on peut appeler ça le fantôme, leur projection très personnelle de Tommy sera un acteur récurrent du comics, tout comme les mixtapes qu'il a laissés derrière lui et le journal qu'il a laissé derrière lui. Et ça va nous accompagner le long de ces 14 issues ou de ces 3 tomes. Le 2e vient de sortir en français et le 3e du coup est à paraître
tout bientôt, je pense. J'ai du mal à... Il est tout ému là, Adrien, vous le voyez pas, mais... J'ai un peu de mal à boucler ça. Je peux juste vous dire que c'est un des trucs qui m'a le plus frappé une nouvelle fois chez Lemire. Je trouve ça peut-être encore plus bouleversant, encore plus intime, encore plus c'est quasiment autobiographique. Enfin, il s'est inspiré de sa propre jeunesse, de sa propre adolescence. Ouais. Je sais pas s'il a eu des drames dans sa famille, mais en tout cas, je pense qu'il se retrouve dans un peu tous ces personnages qu'il a créés. C'est un peu, c'est comme un, comment on appelle ça ouais. Il exorcise un peu tous les vieux démons qu'il peut avoir. Et je pense que n'importe qui, qu'on aime ou pas les comics, je pense que n'importe qui peut se retrouver dans ce comics, que ce soit dans un personnage, dans une situation ou autre, parce que on va parler des thèmes dont parle Adrien, la dépression, la solitude, le deuil, etc. Mais ce que je trouve qui est aussi important, c'est une histoire sur le choix ou l'absence de choix. En fait, Royal City, il a mis le visage, enfin la ville a mis le visage, mais elle a le visage de un peu le purgatoire, c'est-à-dire sans parler de vie ou de mort, mais juste un espèce d'une salle d'attente où en fait t'as des choix à faire, soit tu restes comme t'es, soit tu vas de l'avant. T'es un peu un entre-deux, il y a plusieurs fois ce thème arrive et tout, et sans rien spoiler, ce personnage de Tommy, il est un peu cette encre qu'ils ont, et ok, est-ce qu'on doit aller de l'avant dans le deuil, est-ce qu'on doit aller de l'avant dans notre vie, est-ce que je me conforte dans ma vie, est-ce que je vais à l'usine, et est-ce que c'est la vie dont j'ai rêvé, est-ce que je voulais être écrivain. Voilà, c'est toute une histoire de choix, de regrets, d'envie, de frustration. Et je pense que tout le monde, même les gens les plus heureux dans leur vie maintenant, ont eu ça dans leur vie, que ce soit par rapport à un deuil ou quoi, ou même une perte d'emploi. Des fois ça peut nous toucher, enfin n'importe quelle chose, ou même une bonne nouvelle, tu vois, tu peux complètement être dans l'attente et te dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant. Et en fait je trouve que ça touche vraiment ce sujet là, de tous les aspects du monde, quoi. On va entendre que Truss sur ce sujet. Moi, plus je lis du Lemire, plus je l'aime d'amour très fort, parce que c'est un auteur qui a une justesse incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'il écrit est juste, c'est-à-dire qu'au niveau des relations entre des membres d'une famille, entre la réalité d'une ville typique des États-Unis. Tout à l'heure, je parlais de Flint, tu vois, pour les problèmes aux États-Unis. Là, c'est pareil. Royal City, c'est une ville en perdition, sûrement du Midwest ou quelque chose comme ça. Il sait découper les histoires. Il sait amener. Effectivement, l'issue 1, c'est une maestria, c'est une espèce de leçon de comment raconter une histoire, comment raconter une nouvelle, et comment qui pourrait se finir effectivement comme tu l'as dit. Heureusement, ça se finit pas et ça continue. Et c'est fantastique. C'est-à-dire que comme dans After Death, où c'est pareil, il a cette espèce de façon de te raconter sur la mémoire, sur les émotions des gens. Et là, il fait pareil, mais qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que le souvenir d'un être qu'on a perdu, quelles sont les blessures qu'on peut avoir entre membres d'une famille, les problèmes qu'on a dans la société actuelle, sur les délais par exemple qui sont reflétés par cet auteur qui procrastine et qui n'arrive plus à écrire pour des raisons qu'on va découvrir, etc. C'est une incroyable histoire psychologique, c'est une incroyable histoire vraie entre guillemets, et je pense que c'est justement comme ça que tu reconnais les très très bons auteurs, c'est quand ils arrivent à t'amener là-dedans et à te montrer, regarde, ça pourrait vraiment exister, quoi. Ben mais en fait, déjà, je disais que c'était autobiographique, ou en tout cas, comme l'a dit Adrien, c'est très intime et ça se ressent, ne serait-ce que dans l'écriture, dans le dessin, on va en parler après, mais même, tu vois, j'aime beaucoup lire, enfin, je le fais pas pour tous les comics, mais il y a des comics où t'es touché émotionnellement et t'as envie de lire le maximum, donc tout ce qu'il y a après, les postfaces, les trucs comme ça, il explique que lui, au départ, il voulait écrire ça, il voyait ça plutôt comme un genre de fil rouge dans lequel il écrirait quand il aurait le besoin et l'envie d'écrire, il savait pas quand est-ce que ça se terminerait, et au bout d'un moment, assez rapidement, je crois, il s'est rendu compte que bah si, en fait, il va y avoir une fin et je la connais, et je trouve que ça illustre on ne peut mieux cette idée de est-ce que tu restes sur tes acquis, est-ce que tu restes dans ta vie, ou est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses à changer, des choses à terminer, à recommencer. Enfin voilà, c'est toujours cette idée de on va de l'avant, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son rapport à tous les sentiments dont on a parlé, la solitude, la dépression, le deuil, mais j'irais même jusqu'à dire la maladie mentale, même si sur certains personnages c'est jamais clairement dit genre il est malade de ça, on sait qu'il y a un truc, c'est montré, c'est expliqué, etc. Il a déjà traité de ça par exemple avec Moon Knight, c'est des trucs qui se font de plus en plus, et ça moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de parler, pas forcément la maladie mentale ça va loin, mais juste la dépression c'est une maladie mentale, tu vois, genre Mister Miracle on en a parlé, il y a tout ce côté suicidaire, dépressif de la vie, de est-ce que je veux, enfin
ça va avec God Country, Donny Cates, pareil. Enfin, c'est toutes ces BD là. Enfin, c'est ces comics qui touchent des sujets qui sont à milieu des super-héros. Ça n'empêche pas d'avoir un petit côté fantastico ésotérique, tu vois, mais c'est très humain. C'est comme dit Kétrus, c'est très réel et c'est très. C'est pour ça que tu disais roman graphique. Enfin, pourquoi mélanger, on s'en fout, mais enfin, pourquoi tout classer? C'est un comics qui parle des humains, quoi. Adrien? Ouais, ce que je trouve brillant en plus, c'est un comics qui est très différent parce qu'on a l'habitude de voir les choses justement vont dans des cases, quoi, tu vois. Et ce que lui il arrive à faire là, finalement, c'est un drame, ce que moi j'ai envie d'appeler presque un drame fantastique, c'est-à-dire, tu sais, c'est une histoire de fantôme, le fantastique au sens noble du mouvement littéraire, quoi. Je veux dire, un truc où tu doutes tout le temps de la réalité. Est-ce que là il y a vraiment un fantôme, ou est-ce que c'est juste le symbole de la projection? Et ce qui est super intéressant dans Royal City, c'est que ce fantôme, cette vision de Tommy, ce souvenir, ça va être la projection que chacun s'en fait. Et c'est une mécanique de deuil ultra classique. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas ancrer ou projeter ce qu'aurait dû devenir la personne, ou ce qu'aurait pu devenir la personne, ou ce qu'elle était au meilleur moment de ta vie. Voilà, ou le meilleur souvenir. Enfin, pas forcément le meilleur d'ailleurs, mais la façon dont toi tu t'en souviens. Et du coup, tu vois que la famille, ils ont tous besoin de Tommy d'une façon très différente. Elle, la mère, elle y voit un truc très spirituel. Par contre, Richie, il a besoin d'un pote de beuverie, en fait. Tara, elle a besoin de prendre soin de quelqu'un. Tara, elle a besoin de le materner encore, c'est son petit frère. Enfin, il y a tout ce truc que je trouve passionnant, qui est à la limite du fantastique, parce que encore une fois, il y a le coma. Onirique même. Hein. Ouais, il y a le coma du père qui vient donner des scènes complètement irréaliste, somptueuse, et je vois le côté Trillium. Ouais, complètement. Ouais. Pardon, Kétrus et Ben pour conclure. Oui. Oula. Je trouve que vous insistez vachement sur le côté dépressif, ce genre de choses. Moi, je le vois. Alors, effectivement, il y a des sentiments un peu lourds. Il y a cette perte d'un membre de la fratrie qui est très dure et dont il faut vivre avec, et qui crée des psychoses. Mais moi, je vois surtout une description très réelle et très empathique, en fait, de l'humain, en fait. Et c'est pas forcément dépressif, et c'est pas parce que ils affrontent des situations compliquées, tu vois. Je trouve un peu dur là-dessus. Non, en fait, si tu veux, la famille, même d'ailleurs, le roman, globalement, si vous avez peur que ça vous fasse bader, enfin, je veux dire, c'est triste, mais son message, il est très positif, parce que globalement, c'est comment les gens peuvent avancer dans leur vie. Oui, attention, on a parlé de la dépression, ça veut pas dire que c'est déprimant. Voilà. Non. En fait, la dépression, elle est là parce qu'il y a quand même un doute sur les conditions de la disparition de Tommy. Oui, ça, c'est sûr. Et en fait, on lit des extraits de son journal et on voit que c'était un enfant solitaire, qui n'allait pas très bien. Et en fait, quelque part, là, on touche au suicide infantile, ce qui est quand même un sujet qui est, tu vois, ultra lourd et assez peu évoqué. Tout à l'heure, tu parlais de Mr. Miracle. Je pense aussi à Negative Space. Il y a quelques œuvres comme ça qui se baladent autour de nous et qui peuvent évoquer ces sujets-là, et il y en a assez peu. Et je pense que là, avec Royal City, on touche à un truc qui est, à mon sens, super équilibré et super sain et vachement bien, quoi. Mais de base, c'est biaisé, excuse-moi, juste de base c'est biaisé parce que, enfin pas biaisé, mais le ton est donné direct, c'est le père fait une attaque, page 3, donc le ton, tu vois, le ton de tout le reste du comics, il est déjà en partie donné, c'est-à-dire que c'est la couleur, la couleur, tu vois, imagée, du comics, ça sera de base à cause ou grâce à ce qui se passe par le père que le reste va couler, comme pour Mr. Miracle où le page 1 du comics 1 il a essayé de se suicider, tu vois, c'est ce genre de truc. Bien ça sûr. Veut pas dire que c'est complètement déprimant et que c'est le non, mais c'est pour ça que je voulais le dire, parce que c'est effectivement très lourd à certains moments, et en plus là où je trouve qu'il est très fort, c'est que il y a plein de moments où ça fait écho à ta vie, ça fait écho à toi, à ton introspection, à beaucoup de choses, mais en fait justement c'est là où l'humain des fois aime bien souffrir, et c'est pour ça qu'on va regarder des films tristes et des films très humains, parce qu'en fait quand
quand ça dépeint quelque chose qui est vrai et qui est juste, c'est dur et en même temps après tu te sens bien. Et en fait c'est ça aussi. Alors j'ai pas tout lu dans Royal City, et donc après je sais pas. Non mais à un certain stade, mais après tu lis ça, c'est dur, mais en même temps tu te sens tellement vivre en fait. Et c'est ça qui est fantastique. C'est quasiment feel good, tu vois, d'une certaine façon. Tu vois, il y a un truc cathartique là-dedans. C'est tellement bien écrit. C'est ça. Et justement. Je suis dans la team des gens qui n'apprécient pas forcément le trait de Jeff Lemire, même si je lui tirerais toujours mon chapeau pour écrire et dessiner, comme tous les mecs qui font ça, les mecs et les meufs qui font ça. Parfois j'ai du mal, surtout sur le trait en lui-même, on s'y habitue, et surtout que ça sert tellement son propre récit. Tu sais que c'est le même gars qui fait les deux, donc t'es à 100% dans son univers, donc ça j'aime vraiment bien. Par contre, je trouve que des fois, j'avancerai aucune raison sans savoir, mais je trouve ça inégal, où parfois tu vas avoir un visage très expressif dans le trait, dans le cadrage, dans tout, et genre 2 cases après t'as une main qui est foirée. Alors ça paraît peut-être un détail, mais je trouve que quand t'es à fond dans le truc, ça me sort pas non plus, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais je me dis c'est dommage. Et encore une fois, ça se trouve il a voulu faire cette main comme ça, je vais pas dire qu'il est feignant ou quoi que ce soit. Moi tu vois, j'aimais pas non plus Jeff Lemire au début, son style, et maintenant en fait je suis complètement rentré dedans et je trouve que ça sert complètement parce que ça va avec son discours, et d'accord, mais là où de toute façon pour moi il n'y a pas de discussion, c'est que au-delà d'un truc qui est bien écrit et bien ou mal dessiné selon les goûts, le livre en lui-même est un objet, c'est un média, parce que Tommy, qui Adrien l'a dit, écrit un journal, et écrivait un journal, des fois il y a des pages de ce journal, c'est écrit de façon à la main, exactement, donc big up le découpage celui qui a fait le lettrage. Voilà, c'est vraiment un objet, un objet en magnifique, soi. Et au-delà de ça, je pense que Adrien va mieux en parler que moi parce que c'est aussi un thème qu'il adore. C'est le son, le bruit, la musique qui est un personnage à part entière. On a parlé des mixtapes de Tommy, qu'il y a une liste à la fin que Jeff Lemire nous donne. On sait chacun écoutait sa propre musique. Les radios du papa qui est dans le coma, elles font un certain son qui des fois se mélange entre la réalité et l'onirisme. Voilà, il y a un rapport à la musique qui est indéniable, enfin qui est indissociable selon moi des émotions de l'adolescence. On écoutait tous de la musique, il suffit d'un titre de musique pour se dire bah oui, c'était mon mood à ce moment-là. Enfin voilà, donc je trouve que c'est pas juste un comics, c'est une œuvre multimédia. C'est une expérience. Et pour finir sur ça, il y a un vrai plaisir à regarder les mixtapes de fin, etc. Lemire, c'est exactement de quoi il parle. C'est un vrai ami de la musique. Ici, ça cite à foison, tu vois, le Velvet Underground, Nirvana ou enfin que sais-je. Il y a énormément de choses, que ça soit dans le grunge, dans le shoegaze, dans la dream pop. Enfin, il tape un peu dans tous les sens. Mais il y a une super playlist qui est faite par Jeff Lemire sur Spotify, qui s'appelle Royal City Comics, et que je vous invite à écouter en lisant le comics. Et ben c'est un multimédia. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est dur de faire une transition là-dessus aussi, mais encore une fois, un chef-d'œuvre de cette personne qui a en lui le pouvoir de créer des histoires vraiment fantastiques. C'est assez impressionnant. C'est un des grands auteurs contemporains. On a de la chance d'être là pour le voir. Retrouvez toutes les informations sur le Bouya Comics Club ou alors dans les show notes du podcast. Vous cliquez sur les détails ou les informations de votre meilleure application et vous pouvez cliquer les liens, les années de publication, les auteurs et compagnie. On se retrouve dans quelques instants après ça. Ce soir, il s'éveille. Une race secrète, cachée ici, parmi nous. Avide de pouvoir. Nous devrions gouverner les humains. Que rien n'arrête. Le monde nous appartient, à nous, pas aux humains. Ils n'ont peur de rien. Si ce n'est... Troisième et dernière partie de ce 102e épisode The Comics Outcast. On va parler d'un vampire qui n'en est pas tout à fait un, mais en même temps c'est aussi un humain, mais en même temps c'est Wesley Snipes. Tout à fait un. Écoutez, je m'autorise cette faute avec tous les un espèce que vous m'avez sorti depuis la création de cet épisode. C'est tout à fait un vampire. Ben, oui. À toi. Oui, alors c'est moi qui ai proposé ça. Pourquoi parce qu'en fait ça, le 21 août dernier, c'était les 20 ans de la sortie de Blade au cinéma, donc qui est sorti en 98. Et oui, on est vieux, sauf si tu as moins de 20 ans et que tu écoutes ça, bisous. Et c'était la
pure occasion pour en parler, puisque non seulement c'est un film qui est selon moi a bien vieilli, qui est toujours de bonne qualité après la chier toujours présente de films de super-héros qu'on a depuis maintenant un tout petit peu moins de 20 ans. Et surtout ce qui m'intéressait en plus de votre avis sur le film, c'était qu'on discute justement de l'époque où il est sorti, c'est-à-dire juste avant le MCU et le DCEU, et aussi de se dire s'il y a un Blade prochainement, ou même si on peut fantasmer en disant s'il était sorti là ces dernières années, est-ce qu'il aurait sa place, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Donc voilà, je voulais qu'on discute de tout ça parce que je trouve que c'est intéressant. On t'a fait une bonne liaison. En fait, j'espère que tu fasses une fausse. Je peux faire un micro récap pour les gens qui l'ont pas vu. Donc, tu l'as dit, Blade est un demi-vampire, si on va appeler ça comme ça. En fait, sa mère s'est fait mordre avant d'accoucher. Ce qui fait que quand il est venu au monde, sa mère est morte et lui, il a la force des vampires. Il peut se régénérer comme les vampires. Il peut marcher au soleil, contrairement aux vampires, donc petit bonus. Mais par contre, il a aussi la soif à étancher du sang, qui est un défaut. Est-ce que quand on a tous les trucs de vampires qui sont plus ou moins pas méchants, est-ce qu'ils boivent du sang de cochon parce que c'est le plus proche de Angel buvait du sang de cochon dans Buffy. Ouais, c'est ça. Après, c'est ma référence. Tous les vampires de la pop culture ne sont pas calés pareil, donc il y a différents, voilà. Et donc voilà, et donc ce jeune garçon va être recueilli à l'âge de 13 ans par un chasseur de vampires humain, lui, qui s'appelle Whistler, qui va au lieu de le tuer, va le recueillir en se rendant compte que ce n'est pas forcément un méchant vampire. Et Blade va devenir chasseur de vampires à son tour, méga badass, avec un katana, une redingote de cuir et des pieux en argent. Un lance-pieux. Ainsi qu'un lance-pieux, exactement. Chou. Et avant de demander l'avis de mes petits camarades, on le découvre au tout début du film dans une rave party où du sang coule des petits robinets à eau à incendie. Fin des années 90. Non, mais ça défonce. Mais cette scène d'intro est une des meilleures scènes d'intro de films d'action. Mais où est le sang? Qui a fait la plomberie pour ça? Elle est super. Avec la victime qui fait wouh tout le temps. Ouais, c'est clair. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on a eu ça. C'est pour les punir. Donc voilà. C'est un woo boy. Je vais demander l'avis à mes petits camarades avant de donner le mien, et puis après on pourra parler de tout ce qui est méta. La vie globale sur le film. Ouais, je sais pas, t'as bien aimé tout ça? Tu l'avais déjà vu, j'imagine? Oui, je l'avais déjà vu il y a longtemps. Tout le début du film, comme tu dis, la scène d'intro, tout le premier tiers est assez mortel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie ambiance un peu glauque, un peu bien dark, à la fois contemporaine et à la fois un peu désuète du côté des vampires. Tu vois, comme un peu comme Deacon Frost, qui est le gros méchant, et un peu un vampire, un peu style entretien avec un vampire mais moderne, et puis t'as des vieux vampires qui sont un peu plus traditionnels, tout ça. Donc tout ça, je trouve que tout le lore de Blade est respecté. Le Blade déchire, je veux dire, il y a un aspect physique, c'est Wesley Snipes au top de sa forme, avec un costume hyper dense, tu vois, un peu à la Batman, qui n'était pas le costume du comics, hein, ouais, un peu à la Batman de Nolan, tu vois, un truc bien dense. Il a une pure bagnole, enfin tout ça fonctionne super bien, les images sont assez belles, avec des noirs bien maîtrisés, tout ça, enfin ce qu'on attend d'un plus ou non au début. Tu parles cinématographique, hein, oui, les noirs, la lumière. Ah oui, pardon, oui, non, je parle américaine. Il y a que les deux. Non, pardon, oui, je parle vraiment. Je bois tes paroles. Non, je parle vraiment de ça. Non, mais je parle du noir parce que c'est important dans ce genre de film. Si t'as des ombres un peu ratées et des gris dégueulasses, ça marche pas. On voit ton agenda. Et donc tout ça marche au début. Tout va bien, et t'es en plus dans les années 90, donc t'as cette espèce de patte qu'on aime bien, un peu nostalgique. On est champion du monde en plus, donc. En plus, donc tout ça marche très bien, et plus le film avance, plus tu commences à aller vers du nanar avec des trucs qui commencent à avoir ni queue ni tête et des effets spéciaux de plus en plus dégueulasses, on peut quand même le dire. Il y en a de plus en plus en fait, voilà. Tout simplement. Donc. C'est ça. Et de moins ambitieux. Ouais. Et alors ce qui est génial, c'est qu'en plus à l'époque quand même, pour faire des effets spéciaux qui marchent bien, il vaut mieux que ce soit sombre, comme je disais. Tu vois, c'est important. Et plus t'avances, plus il y a de la lumière, et plus c'est moche, et moins c'est maîtrisé. Donc très content d'avoir revu tout le début du film, et que je trouve que c'est mortel, et que en plus c'est des trucs qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui dans le MCU ou le DCU, et à la fin c'est un peu raté, mais tant pis, c'était cool, une petite Madeleine de Proust, quoi. Tu l'avais jamais vu? Pour ma part, ouais, je l'avais tout simplement jamais vu, et c'est dur quoi quand même un peu. Ah ouais. En fait, je veux dire, je veux bien faire vraiment l'effort de projection et de me dire ok, on se place 20 ans en arrière, comment je l'accueille et tout. Je veux bien accepter qu'il y ait énormément de choses dans ce film qui soient des grandes premières et que génial, tu vois, trop cool.
quelque part, là, il y a une forme d'indulgence du fait que ce soit issu d'un comics et que on veut bien le rattacher au comics et au contexte de l'industrie du film de super-héros, etc. Si c'était une œuvre complètement lambda, inventée, sortie de la tête d'un gars en 98, on se dirait pas ah ouais d'accord, non c'est important. Enfin honnêtement, ce serait quand même un peu un nanar de 98. Toi tu l'as vu ça comme ça? T'as vu ça comme ça? Bah ouais. Non, il y a 2-3 trucs un peu cool et tout, mais ça reste un espèce d'actionneur débilos. Bon voilà, c'est pas exactement ce qu'on appelle un chef-d'œuvre quoi. Ah bah non, mais en fait moi je rejoins Ketrus sur l'esthétique du film. Je trouve que c'est vraiment alors pas les effets spéciaux en 3D, mais tout ce qui est les costumes, les accessoires, le maquillage, parce qu'il y a aussi des créatures non humaines qui sont maquillées. Je trouve que c'est vraiment soigné. Sur une certaine partie du film, c'est un peu éparpillé ici et là. Je trouve qu'il y a une photo intéressante, un cadrage intéressant, surtout quand c'est le crépuscule ou ce genre de truc. Enfin, il y a des jeux de lumière assez intéressants. Wesley Snipes, on en a parlé, évidemment il s'est tapé comme un ouf. Pour la petite info, il y avait Denzel Washington et Laurence Fishburne qui étaient pressentis pour jouer Blade. Je sais pas trop comment ils auraient fait des Mawashi, mais pourquoi pas. Et je trouve qu'en fait il en fait des caisses, mais dans le bon sens. C'est-à-dire il fait des sourires avec ses dents de vampire, il fait des poses vraiment hyper stylisées, trop stylisées, mais je trouve que ça fonctionne. Enfin, c'est dans presque le truc le plus comics entre guillemets, voilà, c'est ses poses, etc. Et donc d'ailleurs c'est dans ce film qu'il y a le premier super-héros landing où tu sais genre il arrive comme ça à 3 points là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Donc juste pour remettre un peu dans le contexte, donc c'est sorti donc en 98. Dans les années 80-90, on avait eu surtout du Superman et du Batman chez DC. On avait eu des petites adaptations comme The Crow, The Shadow, Judge Dredd ou Spawn chez les indés. On va appeler ça les indés. Vertigo, Image et tout ça. Et chez Marvel, on avait eu un Punisher en 89, un Captain America en 90, qu'un jour il faudra qu'on fasse en HLB. Et un Fantastic Four en 94 qu'on essaye d'oublier. Et Howard the Duck, pardon, effectivement. Donc voilà, donc en gros il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Si on enlève les Batman de Burton et le Superman de Richard Donner, on était vraiment dans du méga pulp, les trucs en costume de nos papas. Ce qui est marrant, c'est que du coup tu vois, enfin si on place 89 Batman, tu vois genre comme une espèce de haut. Après ça, tout se casse la gueule. En fait, genre c'est de pire en pire. Et c'est Joel Schumacher, en fait, il y a vraiment, je crois, un problème à ce moment-là, enfin qu'on a peut-être toujours parfois encore aujourd'hui, mais c'est comment t'adaptes le matériel et genre jusqu'où tu peux faire des gros choix artistiques et comment tu dérives dans le mauvais goût le plus total parce que tu réponds à une cible, etc. Et en fait là où Blade c'est assez ouf, c'est que du coup ils viennent avec un rated R. Genre à dire bon bah voilà, on va prendre un comics soit, mais on va le traiter de façon un peu hardcore, qui est bien plus violent d'ailleurs même que le comics. Je sais pas si Batman de Burton il était pas interdit au moins de 12 ans. Non, je sais pas trop. Aussi peut-être. Enfin bon, mais non, mais effectivement c'est ce que tu dis. En fait ça arrivait un peu en 98. On est un peu dans un genre de creux du film de super-héros et même par extension des adaptations de comics au cinéma. Et arrive ce truc qui effectivement te montre un truc qui est interdit au moins de 12 ans, qui est violent. Il y a, je dirais pas qu'il y a du cul, mais il y a une scène érotique plus ou moins, enfin pas à poil, non, mais quand il lui suce le sang, c'est quand même vachement c'est un peu abusé. C'est fin comme métaphore. C'est dans la deuxième partie. Continue de me sucer le sang. Et justement, tu vois, on parlait du design de Blade et tu disais un peu comme Batman Begins, enfin ou Batman de Nolan, mais c'est arrivé avant. Et pour moi, et il faut qu'on discute de ça, la gueule de Blade qui a pas de rapport avec le Blade du comics, parce que le Blade dans le comics il avait une chemise verte, il avait une coupe afro et c'était très années 70 puisqu'il vient des années 70. Là il est en mode redingote avec tout en noir et tout hyper gothique, tout en cuir. Et ça pardon, mais 2 ans après il y a Matrix, et après il y a les X-Men qui sont tout en noir, il y a Nolan et tout ça, et en cuir effectivement. Donc en gros il est arrivé, je sais pas, il était en projet depuis assez longtemps, il y avait eu plein de projets etc, mais même les comics à ce moment là c'est pas l'euphorie de maintenant qui est servi par tous les films qui vendent des comics. Marvel était un peu en mode, pas en galère, mais tu vois, ils voulaient relancer ou un peu rafraîchir leur ligne, notamment avec Marvel Knight, Black Panther, les trucs comme ça, Punisher. Là, on a un héros qui arrive, qui nous dit, ok, ça vient d'un comics, mais on est sur un film, d'abord un film d'action, on essaye de faire un peu un film genre de vampire, un film de genre, et c'est pour les adultes, il est pas en collant, et c'est gore, et il y a un peu de cul et tout ça. Et du coup, je trouve
c'est ce qui se dit que ça serait Blade qui aurait lancé pas la mode des films de super-héros. Non, mais en tout cas, mettre le super-héros dans l'actionneur bien plus que dans le famille. Exactement. Et puis aussi dans le côté sombre et réaliste, et c'est là qu'après on peut parler de Nolan, plutôt que dans les mecs en collant fluo qui sont hyper pop et hyper pump en fait. Ouais, en fait, ça se passe pas à Gotham, ça se passe à Chicago et. C'est Détroit, mais bon, c'est pas. Ah oui, voilà, Détroit. Enfin, c'est les villes un peu grises comme ça. Voilà, c'est ces villes où ça. Industriel, où c'est un petit peu parti en couille, et voilà. Par contre, nuance, Mel B des Spice Girls portait déjà du cuir avant Blade. C'est elle. Donc c'est un peu plutôt les Spice Girls dans Wannabe qui ont George Michael aussi créé le MCU. Mais justement, tu vois, tu disais que tu avais été déçu parce que tu trouvais que c'était pas si comics que ça. Mais non, c'est pas ce que tu disais. Tu dis... Non, vous me prêtez des propos. Non, mais tu sais, tu disais je laisse nos auditeurs remonter en arrière pour voir ce que j'ai écouté. J'ai absolument pas dit. Tu feras le montage, toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, à part le fait qu'ils ont pris un personnage de comics qui existait, je trouve que c'est top que ce soit pas un film qui pète plus haut que son cul, que ce soit dans le traitement du personnage. Bon, les effets spéciaux, c'était ce qu'ils étaient, mais en gros, c'est un film qui essaye d'être un actionneur marrant dans le sens entraînant, divertissant, et qui se dit pas c'est un super-héros. À aucun moment il est vendu comme un super-héros. C'est pas une origin story encore où il découvre ses pouvoirs à la Spider-Man, etc. On débarque dans ce film-là, il y a déjà des vampires qui butent tout le monde, lui il défonce des vampires. Enfin, tu vois, j'avoue que le fait que ça soit pas une origin story, c'est assez cool. C'était pas encore la mode en tout cas, mais. C'était pas encore la mode. Il y avait Batman, mais vite fait encore. Mais Batman n'était pas une origin story. Mais Superman, il y avait l'origin story. Ouais, non, mais bon, c'était en mode flash. En tout cas, c'était pas les origin story qu'on a eu dans le MCU avec Iron Man, Captain America. Non, mais du coup, il y a un truc qui est vachement plus efficace là-dedans. Et je pense que c'est ce qui a fait que il a forcément laissé son empreinte pour les autres, même si après dans le MCU il y a eu des trucs un petit peu plus light. Mais en fait, le film vieillit pas trop mal parce que si t'enlèves les effets spéciaux et puis deux trois questions, tu vois le cast, genre t'as vraiment deux blacks quoi. T'as Blade et sa meuf. Quand tu la vois arriver, tu vois qu'elle est black, tu fais ça va être son love interest. Tu vois. Oui, il y a des trucs clairement. Elle est badass comme lui. Enfin, elle répond mal. Ouais, ça c'est les clichés inhérents à cette et même. Puis voilà, après tous les vilains, etc. Après le méchant, il est. Et globalement, le film, tu vois, son arc et tout se tient, quoi. Tu vois, ça marche à peu près. Enfin, tu vois, il y a même un petit fond de discours un peu politique derrière tout ça, enfin idéologique derrière. Il y a un tout petit peu. On sent les petites piques tirées vers le rapport, par exemple, entre les flics et les. Ouais, bien sûr. Et les Afro-Américains, tu sens les 2-3 débuts de dialogue et tout ça. Donc, bien sûr, j'ai vu des gens le comparer à Black Panther, ce qui a pas vraiment de sens. Mais Black Panther, qui d'ailleurs Wesley Snipes était en relation avec Marvel à cette époque pour un film Black Panther qui n'a jamais eu lieu. C'est ça en fait, c'est le fait que le film Black Panther se soit pas fait qu'ils se sont rabattus sur Blade. Exactement. Mais du coup, pardon Adrien, t'as pas fini. Non, mais j'allais dire, et du coup par contre Blade est quelque part le papa de Deadpool, parce que quand Ryan Reynolds était dans le 3, en fait, son personnage, en gros, on lui a Hannibal. en gros, on lui a dit, c'est un peu comme Deadpool, en termes de personnage, c'est un peu comme Deadpool. Lui, il s'est mis à lire Deadpool. Et du coup, en fait, son personnage qui est un peu méta, un peu marrant comme ça, regard caméra, blabla, en fait, ça vient du tournage de ce film-là. C'est top. Alors, Blade 3, faut pas trop le regarder. Le 2, par contre, de Guillermo del Toro, il est super. Cool. Mais donc, justement, tu parlais de Deadpool. C'est clairement par extension un enfant de ça, puisque le ton hyper, ne serait-ce que le fait qu'ils soient interdits aux moins de 12 ans, etc., la violence qui arrive que maintenant. En fait, Logan, c'est pareil, c'est arrivé là ces dernières années. Est-ce que maintenant vous pensez que, alors il y a des rumeurs comme quoi Wesley Snipes serait en discussion avec Marvel pour possiblement des projets entre guillemets Blade, donc possiblement Blade dans le MCU dans quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce qu'il n'y a jamais eu d'horreur chez Marvel par exemple, il n'y a jamais eu de genre d'horreur. Est-ce que vous pensez qu'un Blade de maintenant il aurait sa place dans le MCU actuel ou en tout cas dans le futur? Il y a Venom qui est très dark quand même. Enfin après je l'ai pas vu, mais il est. Oui, non mais c'est pas MCU, mais oui, il va être en mode horreur effectivement. Mais deux secondes. C'est intéressant. Non, c'est juste que je vais intervenir. Moi je dirais qu'effectivement ça ferait du bien un film comme ça, mieux écrit en tout cas sur la fin, parce qu'on a déjà Deadpool, mais Deadpool c'est beaucoup dans la rigolade, dans le délire et puis le quatrième mur, tout ça. Mais on a Logan qui est un film un peu plus sérieux, mais c'est vrai que ça serait cool d'avoir un Marvel un peu dark à la Batman, tu vois, et Blade se prêterait complètement à ça.
En fait, je pensais à New Mutants qui a été repoussé à une date ultérieure. Je sais pas du tout. En fait, je pense que les bandes annonces qu'on a pu voir de New Mutants l'année dernière, je pense qu'elles montrent pas le film que ça va être. On a l'impression que c'est un peu un film, un slasher un peu. C'est ça. Et en fait, je suis quasiment sûr que ça va être ça au début et ensuite ça va être un truc de super-héros. Mais je pense qu'il y a moyen, enfin chez Marvel il y a énormément de séries qui pourraient faire d'horreur. Je pense qu'on peut faire de l'horreur avec Punisher. Mais tu peux même faire de l'horreur avec Spider-Man si tu mets Morbius le vampire dedans. Je veux Punisher et Blade qui défoncent les vampires. Mais tu vois, on n'a pas de film de vampire dernièrement là. Ça fait comment? Ça fait un bail. Le dernier c'est Twilight. Ça va être. Je peux vous dire que les films qui sortent. Alors là en ce moment c'est les maladies pour ados et plus tard ce sera sur les androïdes. Je rigole pas. C'est justement qui cartonne en ce moment en librairie donc. Ce qui a fait ce qui a fait le succès de Blade à cette époque-là, c'est que justement il y avait un peu une ingénisation des films de vampires. Il y avait eu Entretien avec un vampire qui est un bon film de vampire. Il y avait Une nuit en enfer que moi j'adore mais qui peut pas être considéré comme c'est plutôt un nanar quoi, tu vois. Le Dracula de Coppola c'était quand? C'était avant ou après? C'était avant, mais bon ça aussi c'est un chef-d'œuvre. Mais ce que je veux dire c'est que même les séries Buffy et tout, tu vois, les gens en avaient un peu marre des vampires et Blade arrive à ce moment-là où il sort un peu du lot parce que c'est censé être un super-héros. Là où c'est intéressant, on a eu Underworld aussi quand même après. Ah putain la vache. Ah il y avait même le premier était pas si pourri que ça et c'est un peu dans le même genre. Non, mais dans le genre, tu vois, film un peu dark, vampire, loup-garou, c'était. Au-delà du film d'horreur ou même de genre, ce que je trouve intéressant avec Deadpool et Logan, les derniers en date, c'est qu'en fait, c'est des films de super-héros parce que les personnages et le lore, on va dire, sont des super-héros, mais ils en ont fait des films de genre. Genre, Logan, c'est un road trip, Deadpool, c'est une comédie, j'exagère un peu, mais pour vous dire, et je trouve que c'est intéressant, au-delà de se dire, il pourrait faire un film d'horreur avec Blade, juste de faire, je sais pas moi, un thriller ou un truc qui n'est pas que le film de super-héros basique, quoi. Oui, ça pourrait, mais dans ce cas, enfin, tu vois, pour moi, Blade n'est pas un film d'horreur. Ni un film de genre. Enfin, tu vois, c'est un film de vampire, mais. C'est un film d'action. Enfin, point barre. Honnêtement, il y a pas grand chose de l'imagerie de l'horreur, même dans la réal et tout. La réal, c'est un film d'action. C'est un film d'horreur dans le sens gore, pas dans le sens. Ça ressemble vachement plus à un Stallone ou un Schwarzenegger qu'à n'importe. Il y a quand même du fantastique et du gore quand même par rapport à un film d'action pure à la Die Hard, tu vois. Mais on a Venom qui arrive. Faut voir ce que ça donne. Donc vous êtes chaud pour un Blade dans le MCU? Bah, moi je le verrais bien éventuellement, tu vois, plutôt en. Mais il y a eu une série Blade. Ouais, mais d'ailleurs c'est scénarisé par David Goyer dont on n'a pas parlé, qui a scénarisé Blade, qui a scénarisé Man of Steel, la trilogie Batman de Nolan. Il y a une chance sur deux avec lui, quoi. Hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Il peut faire les Batman de Nolan ou Man of Steel. Mais je serais pas étonné de le voir Blade en fait. Parce que on est en train d'explorer pas mal de super-héros. Tu vois, même Ghost Rider, on l'a vu dans la saison 4 d'Agent of Shield, tu vois. Ce genre de choses, ce genre de héros-là. Et Blade, là, tu vois, 20 ans après, ça m'étonnerait pas qu'il puisse ressurgir en tout cas. Peut-être en série, tu vois. Il y a une certaine logique aussi. Ils ont mis tout le côté space opéra avec les Guardians. Ils ont mis la magie avec Doctor Strange. C'est vrai que l'horreur. Enfin, le vampire est plus déconnant. Enfin, un vampire, en tout cas, c'est pas fou, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais il y a tous les ennemis après qu'il peut y avoir dans le lore de Blade. On n'arrête pas de dire le lore. J'ai pas le mot français, mais l'univers, tout à fait, la charte. Donc voilà, écoutez, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu Blade de 98, je vous conseille. Mais si. Et je vous conseille aussi le 2, mais pas le 3 par contre, parce que le 3 il est vraiment sale. Même s'il y a Ryan Reynolds. Alors, on déconne sur les SFX en disant genre. Pas les SFX, les FX, genre en disant genre ça a super mal vieilli et tout ça. On aurait pu avoir pire, puisque normalement la scène de fin, ils l'ont retournée. Ah ouais ? À la base, il n'y avait pas de baston. Il y avait genre une espèce d'immense tourbillon de trucs de sang là, de sang en 3D là. Ouais, mal fait. Et en fait, ça aurait genre il aurait perdu Blade. Et c'était un moyen de lancer le 2, mais plutôt dans un monde post-apo où tout le monde était transformé en vampire. Mortal Kombat 2. Tu veux dire un tourbillon comme à la fin des Fantastic Four où il y a Galactus dans le tourbillon là ? Voilà, par exemple. C'est vrai qu'il y a des moments un peu Beowulf aussi dans. Oh non, il essaye de trouver toutes les franchises là. Putain. Non, mais ce qu'on peut dire, même toi qui n'as il y en a eu plus que de Blade par le film, tu t'as reconnu que ça, dans une époque de maintenant où on a eu une chier, il était pas si. Non, mais il a plein de premières fois, voilà. Et il fonctionne. Je veux dire, il fonctionne encore ce film, quoi. Mais on peut lui reprocher plein de trucs. Et le fait qu'il fonctionne encore, je trouve ça assez fou quand même. Voilà. Mais oui, c'est intéressant. À voir. J'imagine sur les plateformes de téléchargement légal, ce film doit coûter quoi, 1€, 2€. Bon, il y a tout ce qu'il y a le jour à 15€. Bizarrement, le budget était de 48 millions. Voilà. N'achetez pas le coffret avec le 3, je le redis. Pas du tout ce film. C'est la fin de cette émission.
Wow, on cue Oh et là tout. là là, Stylé. On va dire au revoir aux chroniqueurs, dont vous pourrez retrouver les informations sur la description de l'émission. On va dire au revoir à Adrien. Au revoir. Également réalisateur, je sais pas si j'ai dit. Ah oui, si j'avais fait la blague. Adrien l'a réalisé. Excellent. C'est beau. Franchement, Non, c'est pas mal. Ça résonne pas terrible. Au revoir, Ketrus. Au revoir, À bientôt. Eric. À Au bientôt. revoir, Ben. Oh bah avec plaisir, écoute Eric, c'est un plaisir éternellement renouvelé. Sam, tu peux sortir du coin. C'est bon, t'as arrêté. Juste arrête d'être chiant désormais. Merci. Vous, les auditeurs. Twitter, Facebook, @comicscast, Facebook, le Bouya Comics Club pour discuter de comics entre fifous. On se retrouve dans 2 semaines. Abonnez-vous au flux Twitter. Mettez-nous des étoiles sur iTunes. Et à très bientôt. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Tout vient à point à qui sait entendre. Voilà. Waouh. Excellent ça. C'est pas mal. Bye. Ouais. Putain, c'était rapide comme intro, comme outro. Bah oui. En Ouais. fait, quand tu les écris pas, c'est plus facile. Outro, T'as l'air ce qu'il y a à pressé dire. quand même. Il a l'air Outro, pressé. c'était Non, un pas jugement, non? mais là, Avec on a- des gens qui ont. Ok, Oh, non. Ah, c'est pas bien ça, hein? Non. Bah ouais, mais j'étais obligé. Non. Ouais, pour des podcasts fil, Dégueulasse. dégueulasse. Post-cat feed. On va dire. Mais tu l'avais vu Blade au moins, Eric? Oui, il y a. Attends, je crois que l'année. Non, c'est pas l'année de la sortie, ça devait être après en cassette ou un truc comme ça. En cassette! En cassette. Avec le. C'est vrai que c'est les cassette. Cassette, vous vous rappelez de cette abréviation, c'est bien. Ouais, C'est pas- ouais. C'est vrai Ah que là là. t'es plutôt jeune, c'est vrai aussi, toi. Je suis plutôt jeune. Ouais. Je suis toujours pas le plus jeune, c'est toujours Adrien. Non? Non, attends. T'es plus jeune non, que lui, Ici, oui. Non, lui, il est né en août. Moi, je suis né en avril. Oh les gars, j'ai 34 ans et demi. Non, j'ai 33 ans et demi Ouais, c'est maintenant. pareil. Dans un mois, 33 ans et demi. L'âge du Christ. Putain, c'est tellement chiant d'avoir cet âge-là. L'âge de Christ, qui a dit chute. C'est ça, Genre, à ne ton blasphème avis. pas. Putain, c'est même pas son vrai prénom. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, envoyez-nous des cartes postales. J'ai vraiment envie d'avoir mes cartes postales des départements uniquement. Mais Ah, c'est ça fini serait les trop bien, vacances ça. là. Hein? Bah Ouais, justement. c'est une très bonne idée. Ouais. Oui, parce que Avec j'avais pas des- entendu le premier, des mais sous dedans. écoutez le premier, il est pas mal. Vous aussi, auditeurs, écoutez le premier. il est Le pas premier quoi? mal. De cette nouvelle mouture, pas le. Ah, 1, pas le 1. Parce qu'il est horrible. Mais... Le 1, je pense qu'il est horrible. Non, il est horrible. Je sais Parce que j'ai envie de me poignarder moi-même quand je m'écoute. Bon, pas arrête le 1. d'être auto-méta là. Putain, je suis en train de jouer à FF12. Non, FF10. Rétro. Parce qu'en fait, il y a 10 et 10 dedans, c'est pour ça. Ouais. Ok, super. bien. Et ben, c'est bien. J'en Ouais. parlais avec Sam tout à l'heure, à quel point, quand tu le regardes, quand il rejoue en tant qu'adulte, ça n'a rien Eh, à si voir. je peux faire un peu d'auto-promo quand même. Non. Non. Ok. Mais on a parlé de comics avec Si. Zef dans Strip Track, Ah, sur quoi le ça site Trick Track. Ah oui, cet avec été. la Oui, photo, oui. c'était pas vous dessus. On a fait des petites reviews de comics. Vraiment dont, rester en fin d'émission dont pour écouter William. cette information très Ouais. importante. Bah d'habitude c'est tu dis ouais on vous retrouve où tout ça, tu l'as pas fait. Bah vrai que non, tu l'as c'est pas fait, plus con, bâtard, bah, ouais. c'est pas intéressant en fait. Non mais t'es pressé. Et on retrouve, je suis pas après, pressé, on retrouve tout sur les, c'est pas grave, dans les show notes. T'as Je été peux faire mettre- pipi. Non. Les quoi, les Non, show notes? Les show notes. Ah, C'est les show une notes. description que tu as sur ton application de podcast. Tu mettras qu'on a une nouvelle émission avec Joe à la rentrée sur JVTV, non? Tu veux Oh. pas Oui, si tu me le dis. Ah, moi, vous me dites tout ce Ouais, que mais vous voulez, ouais, je mais le t'as pas mets dans demandé, comme dit le. Ketrus, t'as pas demandé. Et ben, les auditeurs feront la surprise de cliquer. Ça fera un clic en plus sans savoir pourquoi. Ah, Voilà, on les aura piégés. Non, mais non, justement, on aime Non, pas c'est pas- trahir nos auditeurs, on aime bien leur dire ce qui se Non, passe. c'est une trahison, c'est cliquer sur le lien, bordel de. Cliquez Ah ouais, sur le lien, d'accord. s'il vous plaît. Les gros mots tout de suite. Quoi. Bah oui, moi je suis Bah, vulgaire. Je pense qu'il faut lire Calexit, trouver ça Non, chiant, Non, non. ouais c'est vrai. lire Royal City un peu, pleurer, Ouais. avoir envie d'une bouffée d'air frais, lire Comics Ghost Rider, rigoler et retourner dans. Et pas lire Jennifer. Pour la si, pire il faut lire soirée, Jenny Finn, arrêtez. La pire soirée de pour votre faire vie. peur aux enfants. Lisez Calexit et finissez par Blade. Et là, putain, vous avez. Mais calme-toi, Content avec Blade, d'exister. Tu l'as Oh là vu, là. t'avais 12 ans et demi, t'avais C'est aucun vrai. esprit critique. Qu'est-ce que t'en sais du ennemi Et ouais, puis il n'y avait pas trop de poils non plus. Putain, c'est rien non plus de ça, putain. Mais putain.